Bienvenue et merci d'écouter Netflixers, le podcast dédié au secteur SVOD français et à Netflix en particulier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Netflixers numéro 112, daté du 29 avril 2026. Je m'appelle Frédéric et je m'occupe de la newsletter Netflix and Chiffres dédiée aux chiffres de la SVOD et de Netflix, mais aussi de filmdelover.com dédié aux films d'amour et aux comédies romantiques. Ce soir, on va sortir le gros sujet qui tâche, vraiment le gros sujet de boomer, les boomers que nous sommes. Enfin, on n'est pas boomers, mais on s'en rapproche. À savoir, c'était mieux avant la SVOD. Est-ce que c'était pas mieux avant quand même? C'était peut-être mieux avant, il y a 10 ans, non? Mais nous parlerons aussi de nos recommandations, des vôtres, et bien sûr de l'exceptionnel ciné-club Netflixers, maître étalon du visionnage de qualité mois après mois. Pour parler de tout cela, j'ai l'honneur de recevoir, comme d'habitude, Hélène de We Are Girls. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Ça va Hélène? Ouais, ça va. 10 ans Hélène. Ouais. Ça fait 10 ans que le numéro 1 est sorti. Ouais. Non, c'est fou, hein. C'est hier, je pense. Oui, c'est vrai, c'est hier. Ouais. C'est hier. Nos vies n'ont pas du tout changé depuis. On est toujours les mêmes. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça le mois prochain, parce qu'il n'y a pas d'émission le mois prochain, parce que Hélène est pas là. Je le dis tout de suite. Hein. Et elle veut pas être là. Donc, il n'y a pas d'émission le mois prochain. Je devrais juste ressortir l'émission numéro 1. Ce serait excellent. Les gens seraient, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce serait bizarre, ouais. Ah, ça serait marrant, non? Non, je sais pas. Vous n'êtes pas marrant. On pourrait, ouais. Non, genre, tu débunker entièrement l'émission en plus, ou bien rigoler des trucs. Ouais, on pourrait. Je sais même pas si je peux faire ça techniquement, c'est-à-dire l'écouter et puis tu sais, on pourrait la faire écouter et ça et réagir. Ouais. Et réagir. Je suis même pas sûr qu'on puisse. Faire un react. Ouais, je sais même pas comment. Damien, il doit trouver une solution. Ouais, ok, d'accord. Oui, j'en ai, mais ce serait bizarre. Ça ferait bizarre, je pense, en vrai. Donc Hélène, on compte sur toi pour regarder le catalogue Netflix au Japon. Bien sûr. Voilà, parce que elle part là-bas, son eau, hein. Voilà, très bien. Ok, pas de problème. Et Damien est là aussi. Bonsoir Damien. Bah du coup, salut. Bonsoir. Ça, 10 ans, Damien. Ouais. J'ai l'impression que on fait des projets comme ça et puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils ont 10 ans. C'est ça. Bah, comme le film de Lover, comme tout. Film de Lover, ouais. Non, c'est clair, ouais. C'est bizarre, ça vieillit. Ça passe à une vitesse. Je me souviens plus. Enfin, si, je me souviens. Je me souviens pourquoi j'ai fait le podcast à l'époque. Mais c'était juste parce qu'en fait, ça me faisait chier que les gens parlent mal de la SVOD. Et ça rejoint un petit peu le sujet du soir. C'était mieux avant la SVOD. Allez, jingle. Il y a bien longtemps, maman, papa, Marie et Laura quittaient leur maison au cœur du Wisconsin et arrivèrent dans la prairie, où une nouvelle vie les attendait. Chaque jour et chaque nuit était une aventure. Et même si ils ne pouvaient compter que sur eux si petits comparés au ciel et aux étoiles, ils étaient heureux parce qu'ils formaient une famille et qu'ils étaient ensemble. Et hop, et on est parti. Alors, le sujet du mois. C'était mieux avant la SVOD? Hélène, Damien, qui veut se lancer là-dessus? Parce que, alors, je vous explique pourquoi j'en suis arrivé là. Hélène, elle a plein de choses à dire. Bon, alors déjà j'écoutais un podcast. C'est quand avant? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais même, tu peux prendre à n'importe quel moment, je pense que... J'écoutais un podcast qui disait ouais mais là le piratage ça revient parce que c'est trop cher, parce que machin, parce que truc. Ok, je fais ok, bon déjà je commençais à monter légèrement en pression et après je lisais un autre article qui disait, alors attends je vais reprendre le truc parce que ça m'a fait aussi bien marrer ça. J'ai lu un article qui disait donc les plateformes de streaming étaient avant bon marché, faciles à utiliser et elles étaient pleines de programmes. Elles étaient vraiment pleines de contenu packed with content. C'est un article américain et en gros ça commençait comme ça pour dire que maintenant c'est plus du tout ces trois trucs là. C'est-à-dire que c'est plus bon marché, c'est moins facile à utiliser et en gros il y a rien à regarder en fait. Et j'étais là à me dire mais de quoi on parle là en fait quoi. Enfin
quel moment ça a été mieux que maintenant, en fait. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc, Hélène, vas-y. Je sens que... Si on prend... Alors, on peut dire qu'on a commencé le podcast il y a 10 ans. Ouais. Donc, déjà par rapport à 2016, déjà. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu, quoi? Ouais, bah moi c'est simple. L'avant Netflix, après Netflix, avant je téléchargeais énormément. Ouais. Tout ce que je regardais était téléchargé, séries, films et tout ça. Après j'allais beaucoup au cinéma. Hein. Voilà, je mettais ma thune dans le cinéma, mais pas sur la SVOD. Enfin, il n'y avait pas de SVOD de toute façon. C'était pas voilà. Quand Netflix est arrivé, il y avait Canal Play. Ouais, il y avait Canal Play. Je l'ai utilisé, je pense, 1 ou 2 fois. Ouais. C'est vrai que quand Netflix est arrivé, bah, j'ai pris l'abonnement et j'ai, du jour au lendemain, entièrement arrêté de télécharger tout. Et je me suis mis à consommer ce qui était dispo parce que finalement, ça me remplissait mon temps dispo pour regarder des trucs, quoi. Moi, c'est en ça que ça a changé déjà la SVOD, le avant-après, tu vois. Toi, je sais où est la délimitation entre c'était mieux avant et maintenant. Je sais exactement où c'est. Et moi, la délimitation de c'était mieux avant, c'est le jour où Netflix a retiré ses étiquettes Netflix Originals. On en reparlera plus tard. C'était il y a 6 mois. C'était il y a 6 mois. Non, mais avant la SVOD, moi, je consommais que du pirate, en fait. Donc, beaucoup de trucs ripés, dégueulasses, sons dégueulasses, de la VF... des trucs à moitié sous-titrés, mal sous-titrés. Bon, ça n'a pas forcément bien changé, mais c'était un peu ça, mon avant Netflix. C'était pas forcément très bien. Je pense que je trouvais ça mieux, en fait. Enfin... non, bah moins cher. Forcément. Moins cher, mais pas forcément de meilleure qualité. Parce que il n'y avait pas de curation. En fait, ma curation, c'était ce qui était disponible en ligne. Donc, je regardais de tout. Beaucoup de nanars, d'ailleurs. Pas qu'il n'y en ait pas sur Netflix, mais c'est quand même différent, quoi. Donc ouais, c'était pour moi, c'était pas mieux avant le Netflix que maintenant. À la différence de cette foutue étiquette Netflix Original qui me manque terriblement. Voilà. Je réfléchis à ce que je peux rajouter d'autre, mais... Je vais y revenir, je vais vous poser des questions spécifiques. Ouais. Ça, c'était vraiment juste un truc de base. Damien, toi, par rapport à 10 ans, est-ce que tu as cette nostalgie de te dire c'était quand même cool les Netflix il y a 10 ans par rapport à maintenant. Maintenant, c'est... Pardon, je vais y arriver. Oui. J'ai la nostalgie... Ouais, je sors d'une extinction de voix. On n'est pas passé loin que je fasse pas le podcast. J'ai la nostalgie du sentiment que je ressentais surtout. Comme Hélène, moi Canal Play, j'ai dû vite fait le voir comme ça. Je crois que j'ai dû le tester. Mais par contre Netflix, vraiment pour moi c'était quelqu'un était venu du futur, avait pris un service de streaming et l'avait ramené à notre époque, quoi. C'était vraiment ça. C'est-à-dire moi aussi du jour au lendemain j'ai arrêté de pirater. Je piratais plus beaucoup. Mais il y avait quand même certaines séries, tu pouvais pas trop si tu voulais les avoir en bonne qualité et vite. C'est ça, fallait attendre. C'était le piratage, voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment, je m'étais pas du tout renseigné sur le catalogue, c'est que j'arrive dessus et je me dis putain, ils ont ça aussi. Et là, tu te rends compte qu'ils ont des séries avec genre toutes les saisons. Et c'est plus du tout l'époque de la VOD ou de la série que tu chopes justement en MP4 via un pote. Tout était disponible en bonne qualité et facile d'accès en fait. Et c'est ça que j'ai aimé et je pense que on a beaucoup craché sur Netflix. Pas nous, hein, mais tout le monde, le gouvernement, on va dire. Alors que ils ont comment dire drastiquement fait baisser le piratage. Mais le sentiment, j'ai pas l'impression que pour te répondre à ta question du coup, j'ai cette nostalgie là du sentiment que je ressentais, mais j'ai pas l'impression que ce soit mieux dans le sens, la seule chose qui était mieux, c'est que c'était moins cher et sans pub, mais j'ai pas le sentiment que ce soit mieux aujourd'hui. Je trouve qu'il y a énormément de choses à regarder sur plusieurs plateformes. Tu fais ta petite cuisine, t'arrêtes une plateforme, t'en relances une et tout. Mais je trouve que c'est intéressant. Et puis ça a challengé un peu tout le monde, quoi. Tout le monde s'est dit, bah tiens, on a cette grosse licence, on va essayer de faire une série, puis on va mettre les moyens. Il y avait vraiment... je sais pas. Et puis Game of Thrones, ça a aussi relancé un peu... lancé ce truc d'essayer de faire une série qui défonce tout. Donc tout le monde s'y met, quoi. 15 ans. Mais non... 15 ans. Ouais, non mais dans l'ensemble, oui, je sais bien, ça aussi, ça fout un coup de vieux. Ouais.
Mais dans l'ensemble, non, je suis plutôt content du choix et des plateformes qu'on a aujourd'hui et de ce qu'elles proposent. C'est juste que c'est le monde capitaliste, donc du coup, demain, elles vont nous proposer de nous mettre encore plus de pubs et de payer encore plus cher c'est un peu dommage parce qu'à un moment donné, il faudrait pas que ça devienne un loisir de riches non plus, ce qui est devenu le cinéma en ville, tu vois. Ouais. Alors, sur la question du prix, je suis relativement d'accord, dans le sens où, même si tu regardes le prix d'entrée il y a 12 ans pour Netflix, quand ils sont arrivés, c'était 7,99€. Le prix d'entrée aujourd'hui, c'est 7,99€. Alors, ok avec des pubs, d'accord, mais ça reste le même prix. Enfin, techniquement, c'est le même prix. C'est-à-dire que tu payes autant pour la version de base, tu payes autant à l'époque que maintenant. Ok, les pubs, tout ça, bon, bref. Mais il n'empêche que, voilà, même le premier sans pub, je crois que c'est 14, il me semble. Donc 14, on est passé de 8 à 14. Bon, ok. Ça a un peu augmenté, oui, ça a beaucoup augmenté, si on veut. Ça a augmenté, quasiment x2. Mais faut voir aussi ce qu'on a, de plus, en fait, maintenant. C'est ça aussi. Enfin, sur le catalogue, est-ce que vous avez, sur la profondeur du catalogue, parfois vous dites, c'était quand même mieux avant, il y avait plus de trucs que maintenant. Non. Enfin, mais tu te rends compte qu'il y en a qui le disent, en fait. Ça me viendrait pas à l'idée, tu vois. Après, peut-être que nous, avec l'émission, on a un peu plus conscience de tout ce qui est ajouté tous les mois, tu vois, par rapport à un public normal, je sais pas. Mais c'est vrai que les gens, je pense que la plupart se rendent pas compte de tout ce qui arrive tous les mois, tu vois. Ouais, non, mais ou alors, moi je trouve qu'ils s'en rendent compte parce que ceux qui l'utilisent beaucoup voient un petit peu, tu vois, même dans l'app, etc. Tu vois. Ouais, mais tu vois, il y en a certains qui sont pas intéressés par les séries docu, qui ne sont pas intéressés par les séries tout court que la partie film, donc pour eux ça fait moins. Alors tu vois, ça dépend, je pense, de ton type de consommation, quoi. C'est que nous qui consommons un peu de tout, c'est énorme en fait ce qui arrive tous les mois. Et ça se cumule en fait. Oui, ça se cumule parce que là on parle que des originaux, mais en fait il y a aussi tout ce qui est tiers, en fait tout ce qui est licence. De plus, alors ça c'est un changement qui a été assez intéressant, je trouve, c'est sur les 2 dernières années, c'est que on a eu l'impression vraiment que Netflix ils allaient à fond dans les originals et moins dans le tiers, dans ce qui était licencié, ce qu'ils achetaient ailleurs. Et en fait maintenant que tous les autres studios ont rouvert les vannes, il y a ils font moins sur les originals et un peu plus sur la licence. Donc effectivement, même de ce point de vue-là, même par rapport, ça pourrait être une critique, ça de se dire, ok, le catalogue est plus grand, mais c'est que des trucs Netflix, il n'y a pas de trucs tiers, en fait, des trucs un peu plus connus, des films ciné, des machins, etc. Mais c'est même plus le cas, en fait, maintenant. C'est-à-dire que même là, maintenant, enfin, t'as beaucoup de films, même qui viennent de tous les distributeurs, quasiment, qui arrivent sur Netflix. Et moi, ça me rend fou d'entendre ça. Et c'est pour ça que quand j'ai lu la petite phrase là de l'article qui disait que vraiment c'était packed with content et que maintenant, en fait, en gros, maintenant c'est moins, il y a moins de choix maintenant. Et moi, ça me rend fou parce que mais c'est pas possible, c'est pas vrai du tout, quoi. Et je le rappelle toujours, mais quand Netflix est arrivé en 2014. Il y avait 1000 films, à peu près, 800 je crois, 800 ou 900 films et docus et 100 séries, quoi. Maintenant, je suis allé voir sur Just Watch tout à l'heure, on est en 2026, donc 12 ans après, il y a 5700 films et 1400 séries, quoi. Non, 5000 films et 3000 séries. Ouais. On est passé de 100 séries à 3000 séries, de 1000 films à 5000 films. Et le prix a certes augmenté, mais il n'a pas augmenté dans la largeur, enfin dans les proportions de ce que le catalogue est, en fait. Donc, et puis t'as un catalogue qui est vachement plus international, tu vois. En plus. Mais donc maintenant, on a quand même un truc, enfin, le prix au programme est beaucoup moins cher maintenant, même à 22 balles par mois, que ce qu'il était à l'époque à 8 balles par mois, en fait. Et moi, j'arrive pas. Alors, ok, on peut se dire, mais bon, c'est passé de 8 à 22 balles. Oui, mais regarde ce qu'on a à côté, quoi. Enfin, on aurait eu ce choix-là à l'époque, on aurait déjà 1000 films essentiels, on était là à se dire, ouais, c'est trop bien, quoi. Mais en fait, si on regarde après, parce que moi, je prends à intervalles réguliers, en fait, les catalogues là comme ça, mais ça ne fait que augmenter, en fait. Ça fait 12 ans que ça augmente, quoi. Alors peut-être trop lentement pour certains, mais déjà 5000 films, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc de dingue, quoi. Disney+, je suis allé voir quand ils se sont lancés, c'était 500 films et 80 séries. Alors, en 2020. 2026, on est à 2200 films et 900 séries, quoi. Donc les films, ils ont fait x4, les séries, elles ont fait x10, plus que x10 d'ailleurs. Prime, c'est pareil, en 2019, 1700 films et 350 séries. On est en 2026, 5700 films et 1400 séries. Les films, ils ont pris x3, x4 à peu près. Les séries, pareil, x5, x7, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire
que c'était mieux avant sur ce point de vue-là, sur le point de vue du catalogue, ou même sur le rapport qualité-prix. Enfin, moi, ça me rend mais malade de penser ça. Et sur le prix, en fait, c'est pareil. Donc, je suis allé compter, j'ai pris, imaginons si on prend un abonnement à... attendez, je retrouve, parce que j'ai fait un blousque tout à l'heure là-dessus. Si on prend un abonnement basique à Netflix, donc à 8€, HBO Max à 7€, Prime à 10€ par mois, Disney Plus à 7€ et Paramount Plus à 8€, donc toutes les parties avec pub, enfin le moins cher quoi. À peu près 40 balles par mois. Et là, si quelqu'un a fait accès avec tout ça, tu vois, ce qui est déjà pas forcément recommandé, ça fait trop en fait, je suis d'accord. On a accès à 13 500 films différents et 6 400 séries différentes. Mais, enfin, pour 40 balles par mois. À quoi est-ce qu'on n'a pas accès? Pour 40 balles par mois, quoi. Enfin, alors. C'est énorme. Et ça, c'est le top du top du top. C'est-à-dire que personne ne peut écluser d'ailleurs tous ces trucs-là. Alors que pour la moitié, t'as le droit à juste le cinéma. Non mais, voilà, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire que c'est moins affordable, donc moins bon marché maintenant qu'avant, quoi. Enfin, à aucun moment dans l'histoire de la SVOD, de la VOD, on a eu accès à autant de trucs pour aussi peu cher, comparativement. Et chaque service maintenant, indépendamment, ils ont plus de catalogues que les trucs qui sortaient il y a 10 ans. Que les services d'il y a 12 ans ou 10 ans au début de la SVOD. Donc, moi je suis désolé, mais c'est pas vrai de dire que c'était mieux avant de ce point de vue-là, du point de vue du contenu. Il y a carrément plus de trucs maintenant. 13 500 films, je crois, il me semble que le nombre de films dispo en VOD, c'est-à-dire à l'acte en France, ça doit être du 18 000, je crois, il me semble, en France. Il y a 18 000 films différents disponibles en VOD. La SVOD, ça t'enfile déjà 13 500. C'est-à-dire, si tu prends, et j'ai pas pris tous les services, parce que j'aurais pu rajouter, je sais pas moi, Univers Ciné, tu rajoutes 6 balles de plus. Là, mais ça, pareil, tu passes à 14 000 ou 14 500 films, quoi. Différents, parce que c'est pas tout à fait les mêmes non plus, ça se recoupe pas, quoi. Et je comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut dire, ouais, putain, 40 balles par mois, et on a 13 500 films et 6 400 différentes. C'est vraiment qu'on est arrivé à un point, on est matrixé pour dire, putain, mais c'est pas possible. Enfin, comment est-ce qu'on en arrive à se dire que c'était mieux avant? Bah non, avant c'était, tu payais 8 balles par mois, ok, d'accord, mais t'avais accès à 100 séries et 1000 films. Ok, bah c'était déjà pas mal. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien, mais je suis à peu près certain que si Netflix disait maintenant, ok, on retourne à 8 balles par mois et vous avez le catalogue d'il y a 12 ans, je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui s'y abonne. Hein. Enfin, c'est pareil pour Prime. Hein, donc, moi, ça me rend ouf, en fait, d'entendre ça, en fait. C'est vraiment, mais je me dis, mais putain, mais de quoi on parle, là, en fait? Enfin, je veux dire, c'est un niveau incomparable. Et encore une fois, alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais si on s'abonne à tout, ça fait quand même 40 balles par mois. Mais personne vous force à vous abonner à tout, quoi. Vous prenez 10 balles par mois, vous tournez les séries, enfin, vous tournez les services, et à 10 balles par mois, vous avez accès à quasiment virtuellement. Imaginons, vous faites, sur période de 6 mois, vous faites un service tous les 6 mois comme ça, bah vous avez accès à 13 500 films, alors pas en même temps, mais techniquement, vous avez accès à ces 13 500 films de façon roulante sur 6 mois. Enfin, je veux dire... Oui, c'est plus si tu regardes une série et que tu as envie de la découvrir exactement au moment où elle sort. Tu vois, là, je suis sur 2 plateformes... Oui, justement d'accord. Pour voir 2 séries, mais enfin c'est un détail. Je pourrais aussi décider que la série je la regarderai quand elle sera finie. Et... En fait, le truc aussi, c'est de se libérer un peu aussi de ce FOMO, de se dire il faut absolument que je vois la série le jour même, machin et tout. Bah non, tu peux aussi attendre, quoi. Je veux dire, enfin, il y a. Oui, mais non, je ne peux pas attendre. Moi, oui, il y a des séries que tu peux attendre. Oui. Enfin, typiquement, je voulais regarder Marshall sur Paramount+, j'ai pas encore commencé, justement pour cette raison-là, parce que j'ai déjà 2 autres plateformes puis que j'ai payées, et je me dis bon... Je verrai plus tard, et puis voilà, enfin, il y a aussi un peu de... Pas de self-control, j'ai envie de dire, mais de se dire juste un petit peu, ok, c'est peut-être cher, bah à ce moment-là, faites ce qu'il faut pour pas que ce soit cher, et vous faites, enfin voilà, quoi, bon... Non, tu peux rentabiliser ton temps aussi, attendre qu'une autre série sorte sur la même plateforme, et hop, tu te payes le mois et tu regardes tout. Bien sûr. Tu vois, il y a moyen d'économiser comme ça. Pas non plus des bêtes sauvages qui doivent absolument avoir tout d'un coup, enfin tout de suite, comme moi, enfin bref. Donc voilà, donc rien que sur les chiffres même, enfin c'est hallucinant ce à quoi on a accès maintenant en fait. Et même pour un prix effectivement qui a doublé ou... Allez, pas triplé encore, mais doublé 2,5, mais on a pour un catalogue qui a fait x10, quoi, x15. Bah, on n'en est pas encore à ce niveau-là d'augmentation. Voilà. Ensuite, sur la facilité d'utilisation, c'était un autre truc, c'est genre, apparemment, il y a eu une époque bénie où c'était beaucoup plus facile d'utiliser avant. Alors, je mets de côté le truc Netflix, là, parce que je sens que là, Hélène, ça c'est ton... sur les apps et tout. Ouais.
Et c'est marrant parce que j'ai regardé le déroulé de la première émission qu'on a fait il y a 10 ans. Et c'était Netflix pense bientôt à pouvoir télécharger les programmes sur l'application. Télécharger les programmes. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était même pas le cas en fait. On pouvait même pas télécharger les programmes. Donc là aussi, je vois pas. Enfin, moi, il y a aucun truc où je me dis, c'était quand même mieux avant, quoi. Même techniquement, c'était mieux. Quoi. Ouais. Bah non, enfin, avant, là, tu vois, tu regardes un truc sur ton téléphone, tu reprends sur ta télé, sur ton PC. T'as tout qui est accessible tout le temps. J'arrive pas à me souvenir de l'application Netflix il y a 10 ans. Il y en avait une, enfin il y a 12 ans. Il y en avait une ou pas au tout début? Bonne question. Parce que quand Netflix est arrivé en France, c'était sur PC. C'était sur PC. Il y avait une appli, parce que bon, 2014, on était quand même... on est quoi, 5 ans après l'iPhone 2014, c'est ça? 5-6 ans? Alors je me demande si moi j'avais pas une appli... J'avais pas de smart télé, mais je crois que les smart télé c'est pas non plus ultra répandu. Je me demande si j'avais pas une appli sur mon boîtier, tu sais les boîtiers où tu peux brancher ton disque dur dessus là. Ouais. Des boîtiers où que tu branchais en HDMI sur ta télé et dessus t'avais un petit logiciel où tu pouvais brancher ton disque dur, et dessus il y avait une appli Netflix installée. Mais D'accord. comme c'était un boîtier avec une installation américaine traduite en français, un logiciel traduit en français, il y avait déjà Netflix avant la sortie de Netflix en France. Et après, ça s'est adapté. Et donc, je crois que j'ai eu l'appli Netflix sur ma télé grâce à ça. Mais je sais pas si elles étaient déjà disponibles sur les Android TV, puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'Android TV 2014. Je crois pas. En fait, les Chromecast ou comme ça, non? Ouais, peut-être. Oui, après, on a fait du Chromecast. Alors moi j'étais sur Windows Phone, alors bon forcément je pense que Windows Phone, à cette époque-là j'étais sur Windows Phone, donc je pense pas que j'étais sur le... Mais en fait c'est pareil parce que tu vois la forme graphique de Netflix qu'on l'imagine maintenant, c'est-à-dire le N rouge sur le fond noir, c'est arrivé en 2016 ou 2017 je crois, peut-être 2018. Avant c'était blanc en fait, tu vois, c'était Netflix blanc, ouais. Le fond était blanc et en fait pas de souvenir d'une application mobile Netflix à cette époque-là. Enfin, je sais plus. Non, mais on doit avoir les infos, mais effectivement. Remarque, si, peut-être, puisqu'en fait, comme c'était sorti depuis quelques années aux États-Unis, ça devait déjà être disponible aux États-Unis. Pour moi, il y avait déjà une application. Sachant que la 4G était quand même bien répandue. Ouais. Que de toute façon, il y avait le Wi-Fi quand tu étais chez toi, donc tu peux regarder dans ton lit, Je regardais sur ma télé, j'avais une Shield. Et je sais que je regardais sur ma Shield Netflix. En 2014? Bah... Ça fait, ok. Je pense. Non, mais en fait, il me semble que je branchais mon PC sur la télé, parce qu'il n'y avait pas d'appli. En fait, c'était le gros truc de l'époque, c'est que Netflix n'avait pas signé avec les différents distributeurs, donc on n'avait pas accès à Netflix sur télé au tout début, et ça avait changé en fait. Mais c'est pareil, tu vois, là, je me souviens plus d'un temps, et surtout, c'est surtout sur le coup de l'app, en fait, sur le coup de l'application, je me souviens plus, en fait. Comment c'était foutu avant? C'est ouf, hein. Ouais, faudrait que il y ait des vidéos là-dessus qui reviennent sur les débuts, mais est-ce que, enfin, même techniquement, tu vois, je me souviens pas, en fait. J'ai même pas un screenshot, on n'a rien. Parce que pour moi, ça a tout été la même gueule qu'elle a maintenant, en fait, quasiment. Avec les tuiles, tu regardes et puis machin. Enfin, je veux dire, elle a pas foncièrement changé. Il y a eu des trucs qui ont été rajoutés, des machins, mais foncièrement, elle a pas changé beaucoup en 10 ans, quasiment, l'application. Enfin, en tout cas, depuis qu'elle a changé de charte graphique, en fait. Qu'ils ont changé de charte graphique, elle a pas beaucoup changé, l'application, au final. Donc, je me souviens plus trop, en fait, parce que c'est vrai que l'app, maintenant, moi, c'est quand même un truc, enfin, je regarde sur tablette avec l'app, je regarde sur Chromecast avec l'application sur mobile, donc je regarde même plus sur télé, en fait, maintenant, moi. Moi, c'est fini, quoi, j'ai plus d'application télé ou de trucs comme ça, j'ai plus de... Et je me dis, est-ce que c'était mieux avant, là aussi? Je suis pas certain. Rétrospectivement, c'était pas mieux avant sur ce point de vue-là, en fait. Donc, facilité d'utilité, je me souviens pas, parce que, non, j'arrive pas. Je lis qu'elle a été disponible en France en même temps que le lancement officiel du service. Ouais, c'est ça. En 2014. Alors, dis donc, j'ai pas de... Ouais, je serais curieux de revoir sa gueule, en fait, parce que là, pour le coup... Si tu cherches, tu trouves des images sur Google, genre, si tu tapes Netflix App 2014-2016... ouais. Avec le beau menu tout rouge, Netflix en blanc, là.
Ok. Ouais, bah, En vrai, ça ressemblait un peu. C'est juste un design un peu plus à l'ancienne, quoi. Les petits boutons arrondis, les petits. je regarde un peu. Mais c'est fou. Hein. Ouais, tu vois, j'ai pas de truc là. Non, celle que j'ai, c'était. Ah oui, ouais. Oh là, oui, d'accord. Ouais, Mais c'est pas, c'est effectivement, ça me dit rien non plus, alors que je suis sûre que je l'utilisais. Bah, est-ce qu'on l'utilisait hein Je sais pas. Bah, le temps qu'on ait des téléphones un peu performants, quoi, mais. J'avais pas forcément de thunes pour acheter un super téléphone. Parce que là, tu vois, il y en a une avec fond gris et la petite barre rouge en haut, TV et tout. Celle-ci, moi, je ne sais pas qu'on l'ait eu, celle-là, tu vois. En fait, je pense que la plupart d'entre nous, c'est quand on est passé à la 4G ou à des trucs comme ça. On a peut-être. Est-ce que 2016, est-ce qu'on était déjà en 4G en France? Bah, alors, justement, dans le. Oui. Ah, mais si, 2016, c'est Pokémon Go, donc bien sûr que si. Si. On était, moi, je me rappelle avoir acheté un Android justement parce qu'il avait la 4G. Ouais, non, c'est sûr que je regardais parce qu'effectivement, c'était l'époque Pokémon Go et tout le temps sur ton téléphone. On commence à avoir des gros forfaits de ouf. Mais ouais. Donc, c'est dingue que j'en ai pas de souvenir. non, moi non plus. Je te dis. C'est pas si loin pourtant. Hein. Non. Je crois que j'ai eu une tablette en 2016 et ça doit être à ce moment-là que j'ai commencé à regarder sur tablette. Mais je me souviens pas de l'ancienne gueule qu'elle avait en fait. Ouais. Après, c'est que moi je regardais surtout Netflix à la maison. Donc c'était surtout sur la Shield en fait. Ouais. Donc bon voilà, alors, on pouvait pas télécharger. Apparemment, enfin il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait pas faire. Il y avait tout ce qui était sous-titres, ça existait déjà. En fait, c'est vraiment arrivé après. Enfin, c'est arrivé en même temps, je veux dire. Mais fondamentalement mieux avant que maintenant, plus facile à utiliser en tout cas. C'est pas trop le souvenir que j'en ai non plus, pour le coup. Hein. Donc j'arrive pas à comprendre en fait d'où vient cette nostalgie pour un temps qui a jamais existé en fait. Alors ça fait très politique aussi parce que pour le coup, ça fait très vieille France de dire ça. Ouais, pas de souvenir de la France était mieux avant et tout, mais c'est vrai tu te dis mais putain mais en fait non. Enfin je veux dire c'était pas mieux avant quoi. Ça n'a pas été mieux avant. Pour la SVOD je vois pas à quel moment ça a été mieux avant. Je vois pas. Enfin l'âge d'or on le vit maintenant en fait. Enfin, c'est vraiment. Et je te dis des gens qui disent mais il y a beaucoup de plateformes et tout, mais oui, mais en fait, ça augmente à chaque fois le nombre d'œuvres qui sont. Ça prend pas dans le reste, en fait, ça augmente le nombre d'œuvres dispo. Et rien que ça devrait être. Ça, c'est trop bien, quoi. Encore une fois, moi j'étais sur Canal Play avant. Bah putain, c'était vraiment. Et c'est vrai que quand Netflix est arrivé, je pouvais noter le nombre de séries, les noms des séries, en fait, pour te dire, qu'il y avait au programme. Donc. Maintenant, si je fais ça, ça me prend littéralement 3 mois et demi. Donc, tous les jours. Tu vois, donc non, c'était pas. Enfin, pour moi, c'était pas mieux avant, quoi. Vraiment, c'était pas mieux. Bref. Il y a Hélène qui balance des. Je vous envoie des screenshots. J'avais fait des screenshots de l'appli Netflix en juin 2016. Ah bah, tu vois, en juin 2016, ça ressemble. C'est quasiment celle qu'on a maintenant, en fait. Ouais, c'est pas si différent. Non. C'est celle d'avant que j'aurais bien aimé voir. Ouais. Et je suis pas sûr qu'on l'ait eu, mais pourtant, ça me paraîtrait bizarre qu'il soit lancé en 2014 sans app. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Ouais, mais déjà c'est marrant. J'avais fait des screenshots, donc c'est, je sais pas, peut-être qu'on l'avait pas avant. Hein. Non, ils sont lancés avec l'app, mais en fait ils avaient déjà du recul. Ils étaient prêts à se lancer. Ils avaient juste à traduire l'app. 2014-2016, dis donc, t'as. Alors pourquoi t'es en japonais, toi, tes trucs là? T'avais mis une langue japonaise ou? Je sais pas. Je suis en train de me poser des questions. Ah mais non, mais j'étais au Japon. Il y a 10 ans. J'avais dû tester l'application au Japon. Mais alors, tu pars tout le temps au Japon en fait? Bah tous les 10 ans. Ok, voilà, bon bah très bien. C'est la seule fois que je prends l'avion. Oui, donc si ça se trouve, t'as essayé l'application genre en avance. Ouais, tu vois. Parce que nous, on l'avait pas en France et tu l'as pris en disant bah tiens, il faut que. Ouais, je sais pas, c'est marrant. Parce que pour moi, on l'avait pas celle-là, mais enfin. C'est ouf quoi, ça passe tellement. On s'en souvient déjà même plus quoi. Mais ouais, je serais curieux de savoir. Je vais regarder des vidéos. Je pense que sur YouTube, il doit y avoir des tests de l'application. Ouais, il y a forcément des gens. Bref, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? On n'est pas trop vieux con finalement, parce qu'on n'est pas non plus à dire que c'était mieux avant pour le coup. Plutôt dans... Non, clairement. Pour moi, c'était pas mieux avant. Après, tu vois, avant Netflix, on avait peut-être aussi moins les moyens de se payer un abonnement. Et ça arrivait au bon moment dans nos vies aussi, peut-être.
Ouais, mais je pense On aussi s'est dit, c'est le moment de respecter un peu les gens et de payer. ouais. Mais je pense qu'il faut se souvenir de l'époque, en fait. Et c'est vrai Ouais. que Netflix, ça a quand même été un gros truc. Mm. Enfin, moi, j'ai suivi ça pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est vrai que je sais très bien d'où on est parti, en fait. C'est pas genre maintenant, tu regardes l'écosystème, tu te dis, il y a trop de trucs, machin, etc. C'est que tu sais très bien d'où t'es venu, quoi. Et ça ne peut être que mieux, en fait. C'est Ouais, même pas mais- plus- C'est vrai que Netflix a fait basculer ma consommation complètement parce que du coup c'était arrivé en fin de saison de série et moi à l'époque j'avais mon calendrier de série et tous les jours ça téléchargeait automatiquement mes épisodes de série grâce au calendrier et en fait la rentrée d'après le lancement de Netflix en France j'ai arrêté toutes ces séries là parce que j'avais déjà ce qu'il me fallait sur Netflix, tu vois. Mhm. Il y a peut-être une ou deux que j'ai continué parce que ça me passionnait vraiment. Mais le reste, ouais, j'ai juste 100% arrêté de télécharger parce que j'avais autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Je trouve ça assez fou, en vrai. Quand j'ai réfléchi, tu vois, enfin... Que toi, c'est aussi rapide, en fait. Bah ouais, non, mais c'est ça. L'adoption complète et ça te change tout à fait ton mode de fonctionnement, quoi. Ouais. Incroyable. Damien, est-ce que tu as un truc pour... Est-ce que tu Pour terminer conclure là-dessus? Est-ce que c'était mieux avant, Damien? Non, ce que je dis, c'est toujours amené à s'améliorer. Le souci, c'est quand tu commences à faire ce que Amazon a commencé à faire, tu vois, de dire vous payez le même prix, par contre maintenant on met des pubs. Si vous voulez plus de pubs, vous payez un petit peu plus. Ça, je trouve ça un peu dommage. Augmenter les prix, c'est une chose. Imposer des pubs à des prix qui étaient déjà en place, je trouve ça un peu abusé, quoi. Ah, mais ça, Amazon, tu sais à quoi t'en tenir aussi avec eux, hein, je veux dire. Ouais, mais tout le monde a fini par faire pareil, quoi. Ouais. Au final. Bah non, parce que Netflix, c'était un prix moins cher, en fait. Oui, c'était un prix moins cher, oui, c'est vrai. Enfin, au final, aujourd'hui, ça vaut ce que ça valait à l'époque, mais comme tu dis, avec plus de contenu, finalement. Plus de contenu maintenant, oui, voilà, plus de contenu maintenant, bien sûr. Et il y en aura plus dans un an, il y en aura plus encore dans 10 ans, a priori, donc c'est plutôt encourageant, je trouve qu'on a l'accès est complètement ouvert. Enfin, je veux dire, ça, voilà. Bon, bref. Allez, on passe maintenant à ce qu'on a vu le mois dernier sur Netflix. Le plus dur pour les étudiants de première année, c'est pas de quitter le cocon familial. C'est seulement en cas d'urgence. Et se payer de l'alcool, c'est pas une urgence. Des gummies non plus. Ni l'équilibre entre les études et la vie sociale. Salut mon cœur. Non, je sais pas combien de mecs il y aura à cette fête. C'est de coexister avec votre colocataire. Le jeu de la bouteille, spécial sous la cousine. Oh là là. Elle, c'est ma coloc, Céleste. Et ça, c'est moi. Si j'ai l'air traumatisée, c'est que je le suis. Pourquoi t'arrêtes? Continue de chanter. Je voulais savoir comment on doit faire pour changer de coloc. Ça serait pas mes sous-vêtements? J'ai un peu de mal à fixer des limites. J'apprécierais si t'évitais de t'envoyer en l'air sur mon pieu. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus raisonnable comme requête. Mais enfin, au début de l'année, vous étiez inséparables. On a des faux papiers. J'ai pas envie d'une simple colocataire. Je veux que ce soit à la vie, à la mort. Devon, faut que tu ramènes Alex. Il a pris quelque chose. T'as donné de la MD à mon frère. Pardon? Pourquoi t'as fait ça? Oui, mon cœur, je suis toujours à la fête. Je sais rien, je sais pas, une vingtaine de mecs. Pourquoi tu me crées dessus? Au collège, je me disais que ça irait mieux au lycée. Oh, attends, Devon. Tu veux bien faire la photo? Ça, c'était violent. Et au lycée, je me disais que ça irait mieux à la fac. On est tous immortels. Chérie, arrête de paniquer, ça va être super bien. Je t'assure. Tu veux savoir ce qui aurait été mon pire cauchemar? Si t'avais commencé à accrocher des centaines de petits Polaroids et une guirlande électrique. Ça fait tellement pitié! Et on va commencer avec le Ciné-Club Netflixers. Damien avait choisi le film américain Roommates. Oui. Il a vu avant-hier. Je l'ai vu dans le train grâce à la fonctionnalité téléchargement de Netflix. Qui est arrivé il y a 10 ans. C'est pratique, est arrivé, ouais. Un peu moins du coup. Donc l'histoire. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu maladroite, elle a pas vraiment d'amis, elle a du mal à s'en faire. On sait pas trop pourquoi, parce qu'elle est plutôt sympa, plutôt intelligente. Mais enfin bon, c'est les États-Unis.
Je sais pas pourquoi. Et puis elle rencontre une fille à son espèce de week-end d'intégration de l'université qui s'appelle Céleste et qui devient instantanément sa pote. Elle lui propose de devenir sa roommate, du coup, sa coloc à l'université. Céleste accepte et elle devient une coloc. Et au début, c'est super cool, même si on capte qu'il va y avoir un problème. Et finalement, ça devient complètement n'importe quoi petit à petit. Ça commence avec de la vaisselle pas lavée et ça termine avec un incendie, quoi. En gros, elles se font des crasses absolues. Voilà, et c'est raconté d'une manière un peu bizarre. C'est qu'en fait, on voit deux colocs d'université au début qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, qui s'engueulent. Elles sont convoquées chez la directrice de l'université. Et la directrice leur dit vous savez, ça peut être bien pire, je vais vous raconter une histoire. Donc là, au début, je vais en discuter avec vous, mais au début, on pense que c'est la présidente de l'université qui était en fait l'une des deux. On comprend vite que non, c'est pas le cas. Et donc là, ça devient un peu bizarre parce que je me dis, pourquoi elle connaît l'histoire? Pourquoi elle raconte ça? Quel intérêt surtout? On va en parler après, mais par rapport à la fin, mais on se dit, mais what the fuck cette fin? Enfin voilà, c'était la base. Je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé ou on laisse parler Hélène comme d'habitude? Non, vas-y. Honneur à Hélène. En fait, j'étais un peu déstabilisé parce qu'il y a deux tons différents. Il y a un ton plutôt frais, comique, avec la directrice de l'université et les deux élèves, les deux étudiantes, et un ton un peu plus dramatique avec les flashbacks, l'histoire de Devon et de Céleste. J'ai trouvé ça bizarre parce que l'histoire de Devon, c'est quand même assez dramatique quelquefois. Enfin, elles se font des crasses, mais Devon, elle en prend plein la gueule, elle a vraiment pas d'amis. Je sais pas, elle s'en fait un peu à l'université quand même, mais et j'ai trouvé cette différence de ton un peu bizarre et ce choix de prendre une directrice comme ça qui raconte une histoire à deux élèves pour leur faire comprendre qu'en fait il faut bien s'entendre. Enfin, alors qu'au final ça a été une catastrophe, les deux colocs d'université, j'ai pas compris où ils voulaient en venir. Et la fin est bizarre aussi. C'est une fin, y a pas vraiment de rédemption. Il y a une résolution quand même un peu, mais il n'y a pas vraiment de rédemption. C'est pas la résolution habituelle. Ouais, c'est un peu... J'ai trouvé pas mal, moi, c'est que justement, ça va pas forcément là où on l'attend, ce film. Et que il y a vraiment deux tons différents. Et il y en a un qui est assez aise quand même. Il y en a un qui est assez cringe quand même. Enfin, c'est même assez pas noir parfois, mais presque en fait. Enfin, assez, malaisant. Oui. Enfin, je veux dire, il y aurait pu y avoir un meurtre, un truc comme ça, je me serais dit, ok, tu vois, ça fait un peu, ok, d'accord, très bien, il peut y avoir un meurtre aussi. Et effectivement, t'as raison, le ton, et vraiment, ça commence comme une comédie collège, enfin, comédie université américaine de base, et puis il y a quand même un truc un peu différent, et moi, ça, je l'ai assez apprécié pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ce côté-là, c'est-à-dire que il y a un peu plus de, comment dirais-je, c'est un peu plus abrasif que ce genre de comédie de base, en fait, ça va un peu plus, ça écorche un petit peu plus, tu vois, et j'ai trouvé ça pas trop mal, sur ce point de vue-là. Mais il y a d'autres choses qui m'ont un peu gêné. Je vais laisser Hélène parler pour son premier truc. Alors comme toi, Damien, j'ai pas compris l'utilité d'avoir la version dans le présent qui raconte le passé. Présent futur. Enfin oui, dans le futur quoi, qui raconte l'histoire. Parce qu'en plus, tu sais que ça va mal se finir du coup, puisqu'on te le dit déjà. Ouais, et en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt, ça rajoute rien à l'histoire. Parce qu'il n'y a même pas de morale à prendre, enfin il n'y a rien à tirer de tout ça. Ouais. À part que tu aurais pu avoir pire comme coloc. Enfin, je sais pas. Pour moi, cette partie-là, ils auraient pas dû la mettre dans le film. Je trouve qu'elle n'a pas forcément d'intérêt. Je pense qu'on parlera du côté casting après, mais à côté de ça, ouais, j'ai eu du mal avec le film. Parce que, ouais, alors, effectivement, il y a ce truc au début, tu t'attends au truc de comédie classique, elles sont copines, puis elles vont s'embrouiller, et tu t'attends à ce qu'à la fin, il y a une résolution ensemble. Finalement, elles se pardonnent, elles deviennent amies. Et c'est là où le truc qui est un petit peu original, c'est que ça se passe pas comme ça à la fin. Mais je trouve pas ça non plus
ouf en ce qu'ils ont proposé. Je trouve ça un poil bancal, la conclusion et la résolution de leur conflit, quoi. Je sais pas. Je suis restée un petit peu sur... un peu plus pire que sur ma fin, quoi. Je sais pas, il m'a manqué un truc, en fait. Est-ce que je voulais que ça soit peut-être plus psychotique, plus... Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, ou que ça vrille plus, tu vois, il y a un truc où l'incendie, là, à la fin, tout ce qui se déclenche à la fin, je sais pas, je m'attendais à plus de folie que ça, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, c'est soit ils sont un peu le cul entre deux chaises, soit ils font de la comédie, dans ce cas-là, ils vont très loin dans la comédie, soit ils font du drame, un truc psychotique, et là, c'est un autre film. Mais je sais pas, c'est bizarre. Et puis pareil, cette fin avec la prison, ça n'a aucun rapport avec une quelconque remarque qu'elle aurait fait au début ou quoi. Enfin, le fait qu'elle se fasse sa meilleure amie finalement en prison, elle aurait pu se la faire à n'importe quel autre endroit en fait. Ça aurait été tout aussi bizarre. Il y a aucune. C'est pas comme si au début elle se disait ah t'inquiète pas papa, je vais pas aller en prison, tu vois. Je sais pas, il y a aucun rapport à la prison et finalement c'est là qu'elle se fait sa meilleure amie. Donc c'est ni drôle ni. Donc je me demande. Ce qui est intéressant, c'est que, parce que elle a du mal à se fondre, enfin à se trouver des amis dans un contexte normal, et c'est en allant en prison qui est quand même le truc où tu dis elle va se faire bouffer, mais en fait tout ce qu'elle a vu avant, tout ce qu'elle a eu avant, a appris de quoi se défendre en fait, et donc forcément s'affirmer en tant que telle et faire des amis avec ce point de vue là quoi. Mais bon oui, je suis d'accord, j'étais là à me dire pas mal, et puis le petit caméo c'était Megan Thee Stallion. Oui c'est ça. Mais il y a plein de caméos. Il y a Adam Sandler. Parlons du casting. Effectivement, c'est quand même assez particulier ce film sur le coup. Parce que le film se moque de Céleste à un moment Céleste se fait passer pour une jeune fille plutôt pauvre avec un problème d'une famille pas présente et tout ça, jusqu'à ce qu'on découvre en fait que celle à qui on a prêté de l'argent, celle à qui il doit des sous à plein de gens et tout ça, en fait c'est une fiche d'une riche famille, c'est vraiment une nepo baby quoi, et donc le film se moque un peu de ça, alors que genre la moitié de son casting ce sont que des enfants d'eux quoi. Ouais, donc il y a la fille d'Adam Sandler qui joue la rôle principale, que j'ai pas trouvé extraordinaire, honnêtement. Non, comme dans son précédent film, You're Not Invited à ma bat mitzvah, là, elle était pas terrible non plus. D'accord. Elle est assez, elle a assez la pauvre. Alors en fait, c'est marrant, je me suis fait la réflexion. Je lui reproche les mêmes trucs qu'on reprochait à Adam Sandler il y a 20 ans, en fait. Enfin, il y a 25 Et que moi, je le reproche toujours. Tu le reproches toujours éventuellement, effectivement, le fait qu'il soit un peu... c'est basique au max, quoi, tu vois. Et elle a ça un peu... Et ce qui me fait marrer, c'est qu'elle a quand même des tournures de voix, parfois, qui rappellent Adam Sandler. Quand elle s'énerve ou autre, elle a des tournures de voix qui rappellent vraiment ce que Adam Sandler pouvait faire à l'époque, dans les grandes comédies des années 90. Mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher ça. Alors, et c'est pas la seule nepo baby, parce qu'il y en a la dose. Mais vraiment devant et derrière la caméra aussi. Alors devant, Hélène, tu m'avais dit qu'il y avait aussi la fille de... Alors, il y a du coup Bella Murphy, la fille d'Eddie Murphy. Il y a Zara Rock, la fille de Chris Rock. Ouais. Et du coup, Francesca Scorsese, la fille de Martin. Ouais. La fille de... Exactement. Et derrière la caméra, il y a qui ? Moi, ça m'a fait marrer Vincent dans le crédit, en fait. Il y a les deux enfants de Ted Sarandos, quoi, qui sont là. C'est vrai. Non, mais à un moment donné, c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Non, c'est lié au film. Les deux enfants de Ted Sarandos, une est productrice sur ce film, et l'autre est assistant monteur sur ce film aussi. Il y a un truc que je comprends pas. Ils ont vraiment tourné le truc à fond, en fait. Ils sont allés à fond là-dedans. C'est vraiment un film de Nepo Baby qui parle de Nepo Baby, en fait. C'est assez marrant pour le coup. Alors, mais du coup, ils en parlent pas assez. Enfin, tu vois, c'est là où je me dis... c'est pas le sujet du film. C'est pas le sujet du film. Pas le sujet du film. J'ai pas d'exemple, mais je sais que j'ai déjà eu un sentiment similaire face à des films Netflix. C'est qu'on a l'impression que c'était un scénario un peu... une idée sympa, mais un scénario pauvre. Netflix l'a acheté, l'a fait réécrire un petit peu pour rajouter des choses, pour faire grossir le scénario, pour lui donner un peu de profondeur. Et puis hop, ils ont mis des petites stars dedans ou des gens qui connaissaient et hop, ils le balancent. Alors que ce film n'était
pas à faire en fait. Mm. Et j'ai eu ce sentiment-là justement à cause de la partie avec la directrice qui raconte l'histoire. Je me suis dit ça, c'est une idée de merde, hein, mais c'est une idée de quelqu'un qui est venu derrière un scénario qui était déjà écrit pour dire ah bah en fait on va changer un peu la manière dont il est raconté. Mais pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas d'intérêt vraiment. Peut-être pour essayer de faire une morale, parce qu'ils se sont dit en fait ce film il a pas de morale. Donc la morale ce sera que ces deux nanas qui s'engueulent, deux colocs qui s'engueulent et puis on va leur dire que ça peut être bien pire et qu'il faut qu'elles se réconcilient. Je sais pas, c'est bidon hein, mais j'ai déjà eu ce sentiment là face à d'autres films Netflix. Il y a aussi la fille de Laura Dern qui est dedans. Putain, mais comment ces gens se sont dit c'est le film qu'il faut pas que je loupe. Je pense que ça a été très clairement dit dès le début. Non, moi je pense qu'il fallait créer une fiche IMDb pour tous ces enfants et qu'ils se sont dit bah venez, on fait un film, on met tout le monde dedans et comme ça ils ont tous leur fiche sur IMDb et ils pourront, je sais pas, voter aux Oscars ou je ne sais pas quoi. Je sais pas. Et alors, moi, je suis pas persuadé que Netflix ait eu beaucoup d'input là-dedans. Hein. Je pense que c'est vraiment pour le coup. Non, c'est parce que c'est Adam Sandler en fait. C'est Adam Sandler et Netflix dit, je pense, ok à tout ce qu'Adam Sandler sort et vraiment, et je pense que ça vient vraiment des Sandler pour le coup. Et je m'étais noté ça, mais je crois que les deux scénaristes avaient jamais fait de long métrage avant. C'est des mecs qui font des sketchs pour SNL. Oui. Donc il y a ça aussi, tu vois, c'est pas forcément des gens habitués. Et qui d'ailleurs, je crois, tous les deux font des caméos dans le film. Oui, en plus. Voilà. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est too much. C'est un peu too much, ouais. Et pour le coup, c'est marrant parce qu'il y a même des articles sur Internet sur tous les Nepo Baby vus dans le film, en fait. Et il y en a, effectivement, voilà, il y a des... C'est comme si ils se disaient, autant se faire un film nous-mêmes pour que... on se fasse connaître pour nous et qu'on fait, on foute de côté le côté Nepo Baby en fait. Je trouve ça marrant quoi. La nouvelle génération quoi. Mais ça fait un film qui est un petit peu effectivement le cul entre deux chaises et qui aurait pu être encore plus franchement ils auraient fait un truc plus dark et plus psycho à la fin, je pense que j'aurais bien aimé. Ouais, ça même si c'était des Nepo Baby, tu vois, ça m'aurait pas dérangé. Si au moins le scénario était... il aurait pas fallu que ce soit une comédie au début, tu vois. Bah, si tu peux avoir la comédie, mais il faut que ça vrille plus tôt, tu vois. Là, ou alors, oui, voilà, si c'est une comédie noire qui part dans un truc vraiment avec des morts et tout, faut que ça vrille plus tôt, ouais. Ça m'a rappelé un peu le film Do Revenge qu'on avait vu, je crois qui avait été un film du Ciné-Club il y a peut-être 3 ans maintenant, 3-4 ans. Oh, oui. Avec... non, je sais plus comment ça s'appelait. Oui, avec Maya Hawke et Camila Mendes. Avec Maya Hawke et Camila Mendes. Ça m'a fait penser un tout petit peu à ça. Mais un tout petit peu, dans le côté un peu comedy college, un peu avec un côté un peu dark, quoi. Mais bon, peut-être que celui-ci est un peu plus accessible par rapport. Et puis dès le début, il y avait des sortes de vengeance, de bitching. Enfin, c'était vraiment engagé dès le départ, quoi. C'est clair. Donc voilà, mitigé. J'ai pas trouvé ça affreux, je trouvais ça intéressant pour le coup, mais voilà. Alors le Discord n'est pas d'accord, hein. Alors il y a eu peu de gens qui ont répondu pour l'instant. Donc Cyril a dit c'est vu, je cite le Capitaine Haddock, cataclysme, catastrophe, calamité, c'est digne d'un direct to vidéo aux années 90. Le scénario tient sur une feuille de papier à cigarette et se résume à empiler les poncifs des films d'étudiants américains, et c'est tout, rien, ni nada, que dalle. Il n'y a pas l'once d'une intrigue, en un mot pathétique. Je rêverais presque d'un obscur film lituanien ou laotien pour le prochain Ciné-Club, mais pitié, abandonnez les États-Unis pendant quelques temps. Il y a certains films des années 90 qui sont, je vois ce qu'il veut dire, mais qui sont quand même mieux que ça, qui ont quelque chose, c'est-à-dire qui sont un peu nuls, mais qui ont quelque chose. Là, il y a rien. Il n'y a pas ce petit quelque chose. Peut-être que je suis trop vieux aussi, mais... Je trouve qu'il y a un petit quelque chose, mais bon, après... Dot Prod qui nous dit vu, eh bien c'est pas terrible, c'est jamais prenant, c'est très classique comme histoire, je dirais que ça manque beaucoup de piquant, les personnages sont écrits à la truelle. C'est difficile de savoir s'il a aimé ou pas lui. Hein. C'est un peu cryptique, je trouve, comme avis. Ça dépend si on aime les truelles ou pas. C'est ça. Tulkas 1927 qui dit vu Roommate, j'aimais bien les comédies américaines qui ne soient pas trop débiles. C'est le cas ici, mais du coup le film reste beaucoup trop sur la réserve et manque de folie, c'est bien dommage. Celui-ci se réveille dans les 10 dernières minutes. Déçu par le potentiel non délivré que par le film en soi. Et c'est vrai que je rejoins assez cette avis. Ouais, pareil. Qu'il y avait un potentiel. Et tu te dis, en plus, c'est que des gens qui n'ont en gros rien à perdre avec ce film. C'est-à-dire que de base, ils ont rien.
perdre. Je veux dire, littéralement, leur carrière va pas se faire ou pas se défaire avec ce film. Donc autant faire un truc mais complètement barré, quoi. Enfin, je veux dire, on pourrait, quoi. Mais bon. Voilà, bref. Donc ce sera moi qui choisira le prochain devoir du mois. Enfin le Ciné-Club, pardon, Netflixers, donc on verra ça pour le prochain. On passe maintenant. Alors d'ailleurs, il y a un autre film qui sort cet été, je ne l'ai pas dit, ce qui sort. Alors on a eu les dates là. Ça sort cet été et c'est avec l'autre fille d'Adam Sandler, qui s'appelle Sunny Sandler, je crois, c'est ça. Sunny Sandler, donc il y en a un autre qui arrive cet été, en août, je crois, qui a l'air un peu mieux, a priori, mais je ne vends pas la... Ah, de quoi on se satisfait, quoi. Ouais, voilà, ça a l'air un peu mieux, donc on verra bien. Alors, Hélène, toi, tu continues avec des choses que tu as vues. Pas grand-chose, parce que Hélène se désespère de ne pas... Parce que c'est pas écrit sur mes étiquettes que c'est du Netflix Originals. Alors, du coup, ça me fait peur et je clique pas. C'est fou, hein. Je pense que c'est là où toi, t'abuses un peu, parce que tu sais... Non, mais non, mais c'est pire, c'est que à chaque émission, pendant qu'on fait l'agenda à la fin, je mets dans ma liste. En fait. Mais il y a vraiment un truc psychologique et c'est terrible parce que je suis pas idiote, tu vois. Mais je vois ma home de Netflix, je vois ma liste parce qu'elle s'affiche et j'ai pas l'étiquette et Alors tu vois, j'en ai lancé quelques-uns, on va en parler, Apex et tout ça parce que je sais, parce qu'il était en grand au milieu. Et en fait, tu sais, sur la grosse vignette, c'est écrit Netflix. Et donc ça c'est facile. Et en fait, sur les petites, il n'y a plus. Ouais. Et mon cerveau bloque complètement. Ça, c'est... Et ouais, non, je trouve ça terrible. Sans de conditionnement pour en arriver là. Non, mais je me dis, c'est fou, quoi. Alors que ma liste, je sais que dans ma liste, ce ne sont que des originals, sinon je les mets pas. Mais honnêtement, je suis pas sûr. En plus, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient pas machin. Enfin, je pense qu'ils espéraient que sur un malentendu, ça peut faire plus d'audience. Parce que je pense que à contrario, il y en a qui ne cliquent jamais sur les machins Netflix en fait. Oui, parce qu'ils disent du Netflix, alors que c'est tout l'inverse. A priori, je suis pas certain que dans les chiffres et tout d'audience, moi je vois pas de. J'ai pas l'impression que c'est amélioré grand chose en fait, le fait d'avoir tiré ça. Bah, du coup, ils peuvent les remettre, ça serait bien. Ils pourraient les remettre éventuellement. Alors, on a vu 2 films en commun, dis donc, Hélène, incroyable. Ça, les 2 films, alors en même temps, c'était les 2 gros films américains du mois. On va commencer par Thrash, donc Nature prédatrice, je crois en français, il me semble. C'est ça. Donc le film américain. Ouais, je peux lire mon avis sur de Letterboxd. J'ai mis croc les méchants. Ouais, c'est ça, croc les méchants. Et encore pas tout à fait croc parce que tu sens que parfois ils sont morts, mais en fait ils sont pas morts. Oui, mais alors, ça croque quand même des méchants. Du coup, Thrash, nature pas gentille. Donc film de Tommy Wirkola, qui a fait des magnifiques films comme Hansel et Gretel Winchester. Dead Snow, bon c'est rigolo. Spermageddon qui était un enfer. Voilà, donc pas forcément un réalisateur que j'aime beaucoup, dont j'apprécie le travail. Un auteur plutôt. Enfin... Oui. Donc le pitch, on est sur une petite ville côtière des États-Unis. Il y a un très gros ouragan et une très très grosse vague qui va inonder toute la ville. Et avec la vague vient bien sûr les plus grands des prédateurs, les requins. Et donc on va suivre plusieurs groupes, j'allais dire 2, 3. Il y a une femme enceinte qui est bloquée dans sa voiture au début. Il y a 3 gamins adoptés par un couple de gens méchants. Une fille qui a peur de sortir de chez elle. Et il y a des gens qui viennent les secourir. J'oublie personne ? J'ai l'impression d'oublier. Il y avait que ça. Non, ça doit être ça. Et du coup, c'est de la survie en milieu hostile. Prendre des décisions rapides avant de se faire bouffer. Donc, on voit plein de gens qui se font bouffer. Et voilà. C'est un shark movie, mais qui se veut pas idiot. C'est-à-dire qu'il essaye d'être dans le réalisme, c'est toujours un peu compliqué, mais... qui part pas dans le délire Sharknado ou des trucs comme ça. Non. Qui est plus dans la tension, dans ah mon Dieu, faut que tu traverses, où est-ce qu'il est le requin, il va te manger, il va pas te manger. J'ai pas passé un mauvais moment, à ma grande surprise. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu
too much sur la femme enceinte. Elle était pas obligée d'être enceinte. Enfin, l'accouchement. Enfin, Bah si, juste à la fin pour pouvoir dire attention, désolé ma petite maman doit aller se battre contre des requins. Ouais, mais parce que du coup, il nous offre une scène d'accouchement avec cette femme. Bon, pop, c'est sympa. J'aurais bien ça accoucher dans une piscine, tu vois. Tu peux accoucher directement dans la mer avec les requins, c'est original. Avec les requins autour, ouais, ça, mais non, ils auraient pu juste prendre une personne qui avait ses règles ou un truc comme ça. Tu vois, pas obligé d'aller aussi loin. S'ils voulaient juste quelqu'un qui a du sang qui sort de soi, voilà. Bon, ça se regarde. Par rapport à Sous la Seine. C'est très différent de Sous la Seine. Parce que Sous la Seine, t'impliques une ville. C'est plus nanar. Pour moi, Sous la Seine est vachement plus nanar. Ouais. Là, pour moi, ils veulent être sérieux. L'équipe qui vient les secourir, enfin, tout a l'air sérieux quand même. Ah bah attends, je leur ai dit que Sous la Seine était vachement sérieux pour le coup. Enfin, pour moi, ils veulent être sérieux. Bah attends. Pour moi, il y a un côté un peu nanar quand même dans Sous la Seine. Hein. Je suis pas certain, moi. J'ai le souvenir du moment où ils sont dans les souterrains là et que il y a le nid et tout. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'aurais dit que pour le coup, pour moi, il est too much. La mer de Paris, le machin. Oh, c'est trop. Smash était justement un peu plus déconnant dans le sens. Bon, voilà, allez, t'as le beau-père là qui se fait bouffer une fois. Il y réapparaît pas pendant 10 minutes et après en fait il réapparaît. Ouais. Non, pour moi, le seul moment rigolo, c'est le requin qui mange un requin, quoi. Mais sinon, le reste. Pour moi, je l'ai trouvé plus sérieux que sous la Seine. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi, Hélène. Je suis pas d'accord avec toi. C'est marrant. Pas d'accord. Mais ouais, moi, je trouvais ça pas mal aussi. Hein. Je trouvais ça... franchement, moi, un film catastrophe, je suis content, de toute façon. Donc, il n'y a pas... Et celui-ci, il fait le taf. Effectivement, je pense pas... Peut-être que je le regarderai dans 5-6 ans en me disant « Ah, c'est pas mal et tout. » Mais ouais, voilà, ça fait le taf. Et puis non, voilà. Et puis il y a Jim Onunsu dedans. Moi, j'aime bien Jim Onunsu. J'aime bien. Il est là, tranquille. Il essaye de revenir. Il y a des gens qui sont bouffés. C'est pas mal. Ensuite, autre film. Le gros film du mois, c'est Apex avec Charlize Theron. Qui donne pas envie d'aller en Australie. Très clair. Non. Après, qui a envie d'aller en Australie dans les zones sauvages? Personne. Puisque j'ai l'impression que toute notre vie, on nous apprend qu'aller en Australie, c'est vouloir mourir bouffé par un animal. C'est ça. Ou piqué, ou enfin voilà, petit coup de poison, un truc comme ça. Film de 2 heures de Balthazar Kormakour. 1h40. 1h40 À 2 heures. Ah, je m'étais noté 2 heures. Non, un petit. Écoute. Bien taille. 1h40 alors. Ouais, je sais pas, j'ai dû inverser. C'était combien, Trash Pareil, je crois. 1h40 aussi. Ok, bah écoute, j'ai dû me foirer dans mon copier-coller, je sais pas quoi. Il y a peut-être 10 minutes de générique, mais non, il tient son truc, quoi, tu vois. Du coup, un réalisateur plutôt habitué au film un peu, comment dire, pas forcément sportif, mais un peu épique, un peu, je retrouve pas mes mots, mais il avait fait la série. Oui, tension. Il a fait le film Beast avec Idris Elba et un lion, si je me souviens bien. Oui. À la dérive, un truc de survie en mer, et Everest, un truc de une histoire vraie, je crois d'ailleurs, d'une ascension de l'Everest. Enfin, voilà, des trucs avec un peu de challenge de haut niveau, pas sportif, mais j'arrive pas à retrouver le mot que je veux. Performance un peu physique, on va dire. Performance physique, c'est pas mal. Les 4 là aussi, la série islandaise. Il me semble qu'il c'est possible. Hein. C'est un réalisateur islandais, donc. Ouais, pour moi, il avait produit, je crois, cette série là avec des gens qui réapparaissaient du volcan là, qui revenaient d'un volcan. Ah oui, je me souviens de ça. Qui sortait du volcan, et puis tout, il y avait de la suite. Ouais. Les gens qui réapparaissaient. Et c'était pas mal. Ça n'a pas été renouvelé, mais c'était pas mal. Du coup, Apex, 2 personnes au casting principalement, Charlize Theron et Taron Egerton. Donc on suit Charlize Theron qui fait au départ de l'escalade, on va dire de haut niveau, avec son compagnon. Et puis on la retrouve 5 mois plus tard, alors que son compagnon est décédé. Et elle va essayer de se recueillir un peu dans là où son compagnon vivait avant. Donc on est plus... Petit aparté sur le compagnon. Très sympa de voir Eric Bana dedans. Ça m'a fait du bien. Enfin, j'étais content de le voir. Eric Bana, c'est mon... 15 secondes.
Non, un peu plus. Alors, on le voit 10 minutes, 5 minutes. 8 minutes. Mais j'étais content de le voir. Je dis, ils auraient pu prendre n'importe quel mec no name. Oui, c'est vrai que pour si peu d'écran, ouais. Ouais, ils ont pris l'Australien du coin. Ils ont dit, allez hop, on va prendre. Et là, je me suis dit, c'est très bien. Faites ça. C'est très très bien. Donc, j'étais content. Et donc oui, elle va se recueillir dans les canyons là où lui il a vécu. Donc elle ne grimpe plus. Maintenant, elle rame. Elle fait du canyoning de haute compétition. Elle saute des cascades et tout. C'est incroyable. Et puis sa route va croiser celle d'un braconnier. Plutôt sympa la première fois, un petit peu moins la deuxième. Et ça va devenir en fait une chasse à l'homme. Il lui dit, écoute, je te laisse un petit temps, 5 minutes, le temps d'une chanson, et barre-toi, et puis après, je te chope et je te bute, quoi. Très sympa. Et donc voilà, le film, c'est en grande partie ça. Hein. C'est la course-poursuite entre elle qui tente de s'enfuir à travers l'eau, la forêt, en grimpant, tout ça, en fuyant. Et lui, le gros psychopathe qui veut juste l'attraper, la buter, et qui joue avec, hein. Vraiment un mec qui joue avec sa proie, d'où le Apex de l'Apex Predator. Et voilà, donc c'est beaucoup de performances physiques sur les deux acteurs. Je me suis pas renseignée à quel point Charlize Theron avait assuré sur l'escalade et le canyoning, mais j'ai vu que pour la promo du film, elle avait grimpé un énorme panneau publicitaire Apex là. Donc je suppose qu'elle y a mis un peu du sien quand même. Ok. Alors, j'ai vu un mec qui disait c'était pas terrible ce qu'elle faisait en escalade. C'était un peu des prises bizarres. Oui, c'était pas très compliqué, mais le faire à je sais pas combien de... Enfin, tu vois, tu faut quand même faire la performance, tu vois, devant les gens. Donc voilà, c'est... Ouais, la performance physique peut-être entre les deux acteurs s'ils ont assuré toute leur scène. Une mise en scène un poil brutale, mais qui est ok vu le sujet. Non, mais et tout, en fait. C'est vrai que ça, pour le coup, là, pareil, ça pourrait être aussi beaucoup plus policé, puis en fait, c'est assez dégueu, en fait. Ouais. Assez dégueulasse, quoi. Hein. Enfin... Oui. Donc c'est vraiment un thriller de survie. Taron Egerton, il me fait flipper. Ça y est, physiquement, il me fait très peur. Je ne le verrai plus jamais comme autre chose qu'un psychopathe, je pense. C'est assez intense. Je pense à partir du moment où ça démarre, où elle va devoir prendre la fuite, enfin même avant, à partir du moment où tu te rends compte de qui est ce type-là, ça démarre très très vite dans l'intensité, et jusqu'à presque la fin, quoi, jusqu'à la conclusion, avec des scènes un petit peu dégueulasses, violentes. Ça fait pas du bien physiquement. Donc j'ai trouvé le film très 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 bien géré et tout ça. Après, j'ai un problème personnel parce que je pense que je sature un petit peu des films où les femmes elles souffrent parce que c'est des connards qui veulent les buter. Et je pense que j'arrive un peu à saturation de ça. Après, vous me dites, hein, je me mange des tonnes de documentaires de faits divers sur ça et ouais, je pense que faut que je me mette à voir. Je vais pas me faire une petite période un petit peu plus douce, un petit peu plus calme. Parce que ça m'irrite un petit peu. Mais le film est très bien. Hein. C'est juste que ça réveille des choses chez moi après. Ouais, c'est triste que ce soit un sujet un peu facile au cinéma, quoi. Ouais, c'est justement pour montrer elle arrive à trouver une sortie, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais physiquement, Charlize Theron, c'est marrant parce que la voir comme ça m'a fait penser au film allemand là, Exterritorial. Elle a la même coupe de cheveux, le même truc, etc. Je me suis demandé si ça a été fait exprès ou pas, en fait. Tu vois, parce que tu aurais pu la coiffer de 150 000 façons différentes. Et ça ressemble beaucoup à Exterritorial. La fille, elle est à peu près pareille, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça. C'est... Après, elle a souvent ce petit... un peu carré blond. Mais... Je sais pas, tu sais, dans The Old Guard, elle a les cheveux plutôt noirs, tu vois, donc mais je me suis demandé si c'était pas c'est sans doute pas une demande, tu vois, mais de se dire peut-être que ça a marché pour elle. Alors c'est à peu près le même truc, c'est des femmes qui essayent de, je sais pas, mais j'ai trouvé. Mais le cheveu court pratique, elle a souvent la tête sous l'eau. Le court pratique, effectivement. Enfin, je m'en. Ouais. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé ça moi solide, sérieux, bien fait, pas trop long. Enfin voilà, bonne, un peu dégueu justement, ça va dans le,
ça va un peu plus loin, tu vois, c'est un peu dégueu. Ouais, et je me suis dit, bah, pas mal. Peut-être pas un peu trop loin, peut-être parfois, mais non, franchement, c'était vraiment top, quoi. C'était vraiment top. Et puis, on a une sorte de résolution aussi. Oui. Ils auraient très bien pu finir, par exemple, sur la montée finale ou autre. En fait, ils vont un peu plus loin, je trouve ça pas mal aussi. C'est non, très solide. C'est très Oui, beau. qu'il y a un vrai acte derrière de sa part. C'est vrai. Complètement. Voilà pour Apex. Alors ensuite, tu as vu Trust Me, The False Prophet. C'est une série docu, ça. C'est un série de. Attends. C'est une série docu, je crois. Hein. C'est une série docu, oui. C'est un documentaire un petit peu spécial, puisque c'est une femme qui s'appelle Christine et son mari Tolga qui ont décidé il y a quelques années de faire une sorte de mission un peu humanitaire. Elle était chercheuse, lui vidéaste, et ils se sont décidés d'aller rejoindre une communauté mormone, ces trucs les saints des derniers jours, machin et tout ça, après l'arrestation de Warren Jeffs, donc un de leurs leaders, enfin le leader, en 2011. Donc lui, il est en prison et tout ça, et c'est, vous savez, ces histoires de sectes avec des gamines qui sont violées, mariées à des hommes plus vieux, enfin des trucs, des communautés polygames aussi, enfin voilà. Donc eux se décident tous les deux de partir en mode projet humanitaire pour aller aider ces femmes, essayer de gagner leur confiance et tout ça. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, dans la communauté, il y a un mec qui s'appelle Samuel Batman qui va essayer de prendre la place de ce Warren Jeffs, se faire passer pour le nouvel apôtre, le nouvel envoyé de Dieu. Et il va recréer exactement ce qu'a fait Warren Jeffs, donc une communauté avec plein de très jeunes épouses et tout ça. Et eux vont entièrement se fondre dans le truc, vont documenter tout en filmant le gars, en filmant les jeunes filles, en faisant comme si ils étaient un peu d'accord avec le truc, comme s'ils s'y intéressaient réellement pour être de leur côté. Et en fait, pendant des années, ils ont filmé tout ça pour essayer en fait de choper des images et des preuves réelles qu'il y avait des jeunes filles mineures qui avaient été violées, séquestrées, enfin voilà, tout ce qui peut se passer dans ce genre de secte. Et donc du coup, le documentaire a quelque chose qu'on a rarement, c'est dire que ce sont des vraies images de ce qui se passe à l'intérieur. Depuis, bien sûr, le gars a été arrêté et grâce justement à tout ce qui a été filmé et enregistré par ce couple. Et c'est assez fou en fait, de vraiment t'es à l'intérieur du truc et le gars se rend même pas compte de tout ce qui est en train d'être filmé sur lui enfin ouais, un travail de fou qui a été fait par ce couple qui du coup n'y allait pas pour ça du tout au départ et qui a pris la responsabilité de prévenir le FBI, la police locale pour essayer de tout faire pour pouvoir l'arrêter. Donc ouais, c'est saisissant, mais c'est bien quand les histoires arrivent à se dérouler correctement. Et il y a du coup des témoignages de certaines jeunes femmes qui s'en sont sorties parce que c'est du comment dire, c'est des jeunes femmes qui ont la tête là-dedans, qui savent pas que c'est pas normal en fait ce qui leur arrive, et donc il y en a très peu qui s'en sortent, et là il y en a quelques-unes qui s'en sont sorties qui du coup témoignent vraiment de ce qu'elles ont vécu la première fois que le couple est venu, quand ils les ont filmés, tout ça, à quel point elles se rendaient pas compte de tout ce qui se passait quoi. Donc ouais, très intéressant. Ok. The Truth and Tragedy of Moria Wilson. Alors, ça... Ouais. Film docu, ça retrace le meurtre de Moria Mo Wilson, qui était une cycliste professionnelle de 25 ans. Gros espoir des US, genre je pense qu'elle aurait pu faire très facilement les JO. Vraiment une capacité exceptionnelle en vélo. Et qui, un soir, a été retrouvée morte, assassinée chez une de ses amies. Et donc avec des images d'archives policières, des vidéos de famille et des interviews. Ils font la reconstitution en fait de sa vie complète et de l'enquête au fur et à mesure. Donc on n'a pas dès le début la personne qui l'a tué. Ça arrive vraiment au fur et à mesure. Et pour une fois, j'ai trouvé que c'était assez respectueux de la victime. On n'est pas que focalisé sur le meurtrier et sa mort, ça parle aussi beaucoup de sa vie d'avant, de tout ce qu'elle a fait, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de documentaire. Après, je me suis renseignée un petit peu
et il y a eu quand même un impact de son décès sur la communauté cycliste, et ça, c'est pas trop évoqué dans le documentaire. Et il y a un truc qui manque, mais c'est aussi les difficultés de faire ce genre de documentaire, c'est que la personne qui l'a tué et toutes les personnes de sa famille autour ne se sont pas exprimées du tout pendant le film, dans le documentaire, et c'est que ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais je pense que c'est toujours très compliqué d'avoir des témoignages là-dessus, quoi. Ouais, donc ouais, une histoire triste, ça va pas apporter grand-chose à votre vie, mais c'est pas forcément le coupable que je pensais au début. C'est aussi intéressant quand c'est un peu tourné comme ça, quoi, quand t'avances vraiment avec l'enquête. Voilà. Ok. Un ours dans le Jura. Alors ça, c'est un truc tiers. Oui, juste rapidement, c'est quelqu'un qui... Je crois que c'est quelqu'un qu'on avait parlé sur le Discord, qu'il allait être dispo sur Netflix. Moi, je l'avais raté quand tu étais sorti au cinéma parce que je vais plus trop au cinéma. Et disons qu'aller au cinéma pour un film réalisé par Franck Dubosc, écrit par Franck Dubosc et joué par Franck Dubosc, c'était pas forcément dans ma liste de priorités. Et avec les bons avis, ce que j'avais vu passer sur le Discord, je me suis lancée, c'est pas mal. C'est une comédie noire, un peu thriller sur un gars qui, par des circonstances très bizarres, finit par si tuer quelqu'un et quelqu'un d'autre, mais c'est pas sa faute, en fait, en évitant un ours, d'où un ours dans le Jura. Et du coup, il va devoir planquer les meurtres avec sa femme, qui est Laure Calmy. Et ils sont plutôt très très bons dans ce rôle. Et c'est plutôt très drôle comme comédie noire. César du meilleur scénario, quand même. Ouais. Non, mais c'est vraiment très étonnant. Parce que... je vais pas dire que Dubosc fait que de la merde, mais... Moi, j'ai rien contre Dubosc, donc je ne dirai rien. Ouais. Non, mais moi, je l'aime bien sur des sketchs ou comme ça. Simplement, sur des films, j'ai un peu plus de mal, en fait, sur la durée. Et puis, c'est surtout qu'il fait toujours un petit peu la même chose, tu vois. Quand il fait du Patrick, quoi. C'est un peu too much pour moi, c'est un peu long. Et là, ça passe plutôt bien. Il y a Poulvord qui fait un petit peu du Poulvord, mais ça va quand même. Il y a Joséphine Demeaux. Le casting est plutôt cool et le film est très surprenant. Moi qui fuis un peu les comédies françaises depuis quelques années, les comédies populaires, je dirais françaises, au moins avec des castings populaires, écoute, ça m'a un peu réconcilié avec. Donc voilà. Ok. Un ours dans le Jura. Alors, sur Amazon Prime, LOL IRL et LOL saison 6. Alors, vu que j'étais réconciliée avec Dubosc, j'ai regardé LOL IRL, puisqu'il est dedans. C'est du coup 4 ou 5 épisodes qu'ils ont tournés dans un aéroport, en emmenant les candidats de LOL, donc des humoristes, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a la chanteuse, j'allais dire Carla Bruni, mais c'est la blague du... Clara Luciani. Ils les ont emmenés dans un aéroport, il faut qu'ils fassent rire les gens, ils gagnent des points quand ils font rire les gens, et eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils rient, sinon ils perdent de l'argent dans leur cagnotte pour leur association, tout ça. Et c'est plutôt très drôle. Il y a un bon niveau de blague, sauf une jeune actrice que j'ai déjà oublié son nom, Paola Locatelli. Je pense que Damien il connaît. Ouais, c'est ça. Oui, on l'a déjà interviewé. Oui, parce que c'est une influenceuse actrice qui avait joué dans le film Nul. Comment il s'appelle ? Liaison dangereuse. Les liaisons dangereuses. La catastrophe. Donc ouais, elle est pas drôle tout le long, mais bon, au moins elle est présente. C'est un peu triste. Et du coup, on a enchaîné derrière avec la nouvelle saison de LOL qui ressort, la saison 6, qui est en cours de diffusion. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes de dispo. La suite sort, je crois, demain ou après-demain. Avec la petite nouveauté que maintenant ça se fait par équipe. C'est un truc qui se regarde en fond en faisant autre chose. Genre si tu joues à Balatro, c'est parfait pour mettre à côté, quoi. Voilà, t'as pas besoin d'une grande concentration pour regarder ça. Ok. The Testament. Oui. 5 épisodes, donc c'est la suite. Non, préquelle, suite. La suite de The Handmaid's Tale. Alors actuellement, il n'y a que 6 épisodes de disponibles. J'ai pas fini le 6e, voilà, j'y suis presque, parce que je regarde ça pendant ma pause déj. Donc c'est la suite de Handmaid's Tale, ça se passe quelques années après.
Dans Handmaid's Tale, en fait, on a le personnage principal qui s'appelle June, qui a eu une fille, et en fait cette fille, dans une grande partie d'Handmaid's Tale, elle essaye de la récupérer. Elle n'y arrive pas à la fin de la série, et en fait du coup là cette nouvelle série suit la vie de cette jeune fille à Gilead. Donc elle fait partie de ce qu'on appelle les prunes, donc les jeunes filles qui sont promises à des commandeurs, donc qui vont être élevées pour être mariée à ces hommes. Donc on est dans une période où il y a plus de servantes écarlates, ce qui était le truc de la première série. Donc il y a plus de femmes qu'on soumet et qu'on viole pour faire des enfants. Là maintenant, ce sont des vraies épouses. Donc ce sont des jeunes filles qui, le jour où elles ont leurs règles, deviennent donc fertiles et donc prêtes à être mariées. Et donc voilà, on va la suivre, cette jeune fille qui la fille de June, et qui vient d'être officiellement éligible au mariage. Elle ne sait rien de l'identité de sa mère, elle ne sait rien de tout ça. Et il y a un deuxième personnage qui s'appelle Daisy, qui elle est une perle. C'est une jeune fille qui vient de l'extérieur, donc qui n'est pas née dans Gilead, et qui a décidé, je mets des guillemets virtuels, d'arriver à Gilead pour se soumettre à cette religion et à tout ce truc-là. Et en fait, il se trouve qu'elle est envoyée par June pour récolter des informations. Il y a toujours une rébellion qui est en tâche de fond. La série est très très cool. Les deux actrices sont vraiment vraiment excellentes. Alors, elles sont un peu vieilles pour leur rôle, parce que je crois que toutes les deux, elles ont 21-22 ans, et elles jouent des adolescentes de 14-15 ans, quoi. Mais je trouve que ça passe, en vrai, puisque je pense que tout le casting est à peu près le même âge, et que du coup ça lisse un peu le truc. Il y a un petit aspect drame d'époque, parce que comme ils vivent dans un monde sans technologie, sans rien, tous habillés pareil, t'as l'impression d'être vraiment dans un truc qui a 100 ans, 200 ans, quoi. Et de jeunes femmes qui commencent à se poser des questions sur le patriarcat, sur tout ça. Tu mets de côté les voitures et tout, quoi. Mais... C'est ça. Si tu mets de côté les voitures, en fait, elles ont accès à rien. Elles n'ont pas de téléphone, elles regardent pas la télé. Elles n'ont pas le droit de lire, de toute façon. Elles n'ont pas le droit de lire, elles ne sont pas censées savoir lire. Elles ont connaissance de quelques trucs. Il y a les dents de la mer qui sont évoquées un moment dans la série. Alors que ça paraît complètement en décalage avec leur vie, tu vois. Elles ont jamais vu le film, mais elles ont déjà entendu parler de ça. Donc c'est vraiment t'as vraiment une impression d'être dans une autre époque, alors que t'es quand même juste à notre époque à nous, quoi. Et c'est en tout cas très intéressant. Et surtout, ça apporte déjà du lore sur le truc de Gilead, parce que c'est vrai que sur la première saison, on arrive dans ce monde où il y a l'Amérique, il y a eu une sorte de coup d'état, mais on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il y a ces mecs avec cette religion qui sont arrivés là, qui ont embarqué toutes les femmes, on manquait d'informations, et en fait là, ça en rajoute dedans. Et donc c'est aussi très intéressant là-dessus. Et on retrouve Anne Dowd, qui joue tante Lydia, qui jouait dans la première série et qui joue du coup dans celle-là aussi, qui était un bon pilier de la série, donc c'est cool aussi de la retrouver là. Et ouais, j'attends beaucoup de la suite, un besoin de rébellion, mais ouais, c'est une série qui résonne bien sûr beaucoup avec l'actualité en Amérique, avec le droit des femmes, l'avortement, tout ce qui est violence aussi sexuelle, sexiste, patriarcat, tout ça. Donc ouais, très très intéressante la série, très bonne qualité visuellement. Franchement, ce serait très cool. Et les deux actrices principales sont vraiment bonnes. Donc, Chase Infinity, dont on entend, je pense, beaucoup parler ces derniers mois, années. Et Lucy Hallyday, qui, elle, je pense, va fortement décoller après cette série. Et je lui souhaite, parce qu'elle est vraiment très, 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 très bonne. Voilà. Ok. Alors, t'as dit que t'as fini Lucky Luke aussi. Oui, alors j'en ai parlé la dernière fois. J'avais un peu assassiné la série. J'avais pas fini. Du coup, j'ai fini. Et le dernier épisode est bien. C'est dommage qu'il y en ait 7 avant. Non, mais je suis très déçue par la série, et jusqu'au bout, en fait, c'est décevant sur ce truc où l'humour est pas correctement maîtrisé. Enfin, c'est dommage. C'est dommage, et dommage aussi parce que le dernier épisode est très bon. Il y a des vraies choses, il y a de l'émotion et tout ça, mais ils n'ont pas réussi à faire le boulot aussi bien sur les précédents. Et ouais,
Je suis vraiment déçue par cette série. Puis surtout qu'il y a Alban Lenoir, donc c'est un peu mon chouchou. Mais Enfin, il a fait Big Bug, je te rappelle. Hein. Attention. Oui. T'as oublié un peu Big Bug, d'accord? Oui. Il n'est pas non plus, tu vois, il fait les bons parfois, mais pas Oui, que. non, mais bien sûr. Mais ça, c'est toujours une petite touche d'espoir, quoi. Oui, d'accord, mais Big Bug, j'oublie pas. Shrinking saison 3 qui est terminée aussi, je crois, non? Alors, la saison 3 est terminée. La série, non. Non, la Après, série, non. Oui, je pense que j'en ai parlé pour la saison 1, j'en ai parlé pour la saison 2. Mais si vous êtes des gens qui avaient regardé Ted Lasso, qui avaient aimé les émotions, l'esprit et tout ça, je vous recommande Shrinking. C'est vraiment excellent. C'est du coup là, la 3e saison. Alors, le pitch de départ de la saison 1, en gros, c'est 3 psys qui bossent ensemble. Donc il y a Harrison Ford, Jason Segel et Jessica Williams. Harrison Ford, c'est un peu le boss de tout ça. Jason Segel, il vient de perdre sa femme et il a une adolescente. Et en fait, la saison 1, c'est vraiment le deuil. C'est vraiment ça. La saison 2, c'est plutôt le pardon. Parce que du coup, sa femme est morte après un accident de voiture. Donc le pardon face à la personne qui a provoqué cet accident. Et du coup, la saison 3, elle est vraiment sur l'après. Comment est-ce que tu te reconstruis? Comment est-ce que tu continues? Avec un bouleversement principal, c'est que du coup, sa fille adolescente va partir à l'université. Et que lui, il va essayer aussi de reprendre une vie sentimentale, avec le problème que quand t'es veuf, tu parles beaucoup trop de ta femme décédée. Et donc ça, c'est vraiment sur le personnage de Jason Segel. Et il y a le personnage d'Harrison Ford qui est exceptionnel. Harrison Ford vieillit, c'est très très dur. Et à l'écran, il joue un personnage qui a la maladie de Parkinson, donc il vieillit encore plus vite. Il y a vraiment des moments où j'ai pleuré dans la série tellement c'était touchant, et en particulier parce que cette saison, pour parler de manière plus réaliste de la maladie de Parkinson, il y a un guest qui est Michael J. Fox, qui joue un patient atteint de Parkinson, l'est réellement, à un stade avancé quand même. Et du coup, il y a un espèce d'effet miroir très brutal entre les deux personnages et d'authenticité de trucs. Enfin, c'est très 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 fort. Et ouais, après il y a une galaxie de personnages autour qui sont très drôles, qui font vraiment la balance entre tout ça. C'est une espèce de famille énorme reconstituée entre voisins, collègues. Ouais, c'est une très belle série. Il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Il y a toujours un truc qui fait que ça va. Donc tu sors jamais des épisodes déprimés. Il y a toujours au moins un truc positif qui fait que ça va. Et ouais, non, c'est vraiment très bien maîtrisé. J'attends avec impatience la prochaine saison. Là, ils ont grandement écarté le personnage d'Harrison Ford. Je ne sais pas à quel point il sera présent dans la saison prochaine. Je crois qu'il a dit que de toute façon, il n'accepterait plus de rôle, qu'il était sur la fin de sa carrière. Donc ouais. Mais ouais, pour les gens qui aiment beaucoup Harrison Ford, c'est un rôle exceptionnel pour lui. Il est vraiment incroyable dedans. Voilà. Ok, merci. J'ai l'impression de voir un papy partir. C'est assez bouleversant. Ok, merci Hélène. Alors Damien, lui, toi tu n'as vu en plus, enfin tu n'as vu que Malcolm, forcément. Ouais. Je peux te dire. Ouais. La première série, hein. Non, je rigole. Super. Vous t'aurez pu, hein. Truc un peu chiant. Non, j'ai vu. Alors en fait, j'ai regardé d'autres choses, mais j'ai pas fini, donc je ne vous parle. Donc moi, j'ai commencé The Testament aussi. J'ai commencé la nouvelle saison de The Boys, la dernière. Et donc voilà, il y a que Malcolm que j'ai regardé en entier, il me semble en tout cas. Et moi j'ai bien aimé. Il y a évidemment. Vous l'avez pas vu encore ? Non, parce que je me pose la question, comme j'ai jamais vu intégralement la série d'origine, j'ai vu plusieurs épisodes, tu vois, mais je sais pas si c'est accessible si t'es pas un collab dessus, quoi. Oui, mais oui, mais il y a évidemment des blagues qui vont passer à la trappe, des petits trucs où Fort. Il y a une ou deux blagues qui peuvent te faire marrer si tu connais bien la série, ouais. Ouais. Donc c'est bien de tout regarder. Mais non, et puis il y a tout un truc sur Malcolm, pourquoi il est pas à l'aise avec sa mère, et ça a un rapport avec la fin de la série. Ça a un rapport avec le dernier épisode en particulier.
Il lui reproche un truc lié au dernier épisode. Non, moi j'ai bien aimé. Évidemment, faut s'asseoir un petit peu. Ce que j'ai aimé, c'est que ils décident de se retrouver tous ensemble. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de se retrouver. Ça fait des années qu'ils en parlent. Ça fait des années que même Bryan Cranston, qui n'a absolument pas besoin de refaire Malcolm, veut le faire. Donc ça fait plaisir de voir un casting comme ça qui s'entend assez pour se retrouver le temps de 4 épisodes. Et puis donc ça fait plaisir. Par contre, c'est un peu poussé à l'extrême, c'est-à-dire que on voit des personnages à l'occasion vraiment de caméos, on voit des personnages qui n'ont rien à faire là. Le scénario ne peut pas justifier qu'ils soient là. On voit même Gretchen, la femme de Otto, pour ceux qui connaissent la série, qui est là à l'anniversaire de mariage de Lois et Hal. Ça n'a aucun sens pour 2 raisons. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi des années après comme ça, Lois et Hal l'inviteraient à leur anniversaire de mariage. Et surtout, la dernière info qu'on avait, c'est que Francis s'était fait virer du ranch d'Otto et de Gretchen, et Otto le poursuivait en justice. C'était une vanne comme ça qui disait, on ne voyait pas le truc, mais voilà, c'est Francis qui expliquait pourquoi il bossait plus dans le ranch. Voilà, donc des trucs comme ça sent un peu justement la patte du créateur qui a voulu ramener tous ses copains de l'époque, quoi. Donc ça m'a un peu sorti de l'épisode. Il y a des moments un peu longs. Ouais, il y en a un que j'ai trouvé long, c'est mon avis, mais sinon j'ai rigolé. On retrouve l'ambiance de la série quand même, on retrouve les personnages, on les retrouve immédiatement, je trouve. Vraiment, Reese, Malcolm, c'est immédiat, c'est vraiment exactement les mêmes. Ils sont beaux avoir vieilli, je veux dire, on retrouve vraiment les mêmes névroses, la même manière de bouger. Ils arrivent à reprendre leur personnage vraiment bien, je trouve. Donc c'est un plaisir. Et puis évidemment, Bryan Cranston, superbe, quoi. Enfin, toujours aussi fou. Lui, pareil, il arrive à reprendre le rôle de Hal comme s'il l'avait quitté hier, quoi. Donc voilà, moi je conseille quand même parce que ça se bouffe vite. Hein. C'est 4 épisodes de maximum 30 minutes, ça se bouffe très vite. C'est que 4 ? Je pensais que c'est plus que ça. C'est vraiment une réunion en plusieurs épisodes, c'est tout. C'est ça, ouais. Et alors moi, c'est marrant, je voulais le regarder, c'était quand lundi midi, parce que j'avais un peu de temps, j'étais en déplacement, je voulais y aller un peu de temps, et j'ai lancé le truc. Disney Plus me dit, j'étais en 5G, hein, Disney Plus me dit, impossible à lancer, il arrive à me lancer des pubs, parce que je suis à la version pub, mais impossible de lancer Malcolm. Et je me dis, putain, mais sans déconner, quoi. Et j'ai essayé 3 fois de suite, à chaque fois les pubs ça passe. Pas de connexion bizarrement ça marchait pas. Bon, je me suis fait des 6 pubs avant de pouvoir lancer le truc. Alors peut-être que est-ce que c'était mieux la SVOD avant, je sais pas. Peut-être finalement sur ce truc là, mais je me suis dit ils abusent quoi quand même, tu vois. Alors, ok, je veux bien, mais enfin ça pour les pubs ça marche, mais alors et après j'ai lancé comment ça s'appelle, j'ai lancé Netflix pour regarder à urgence et puis là ça a marché direct. Donc enfin c'est vraiment Disney Plus, c'est comment dirais-je, la technique c'est toujours pas au point, quoi, je trouve. Donc bon, je vais la regarder, c'est bientôt, mais pas encore pour l'instant. Merci Damien pour ça. En ce qui me concerne, moi on a commencé Love Story, donc c'est la série de Ryan Murphy sur l'histoire d'amour du fils de Kennedy dans les années 90, là, avec Caroline Bessette, donc qui était une fille qui bossait chez Calvin Klein, et c'était donc un petit peu c'était le beau gosse de l'Amérique, en fait, hein, le fils de John Kennedy, en fait, donc qui avait une 30aine d'années à peu près, qui était vraiment très grand, très beau, très charismatique, etc., qui faisait qui était avocat, qui bossait pour la justice américaine, et puis après il a lancé un magazine, et il tombe sur une jeune femme qui bossait chez Calvin Klein, qui était et les deux ensemble, ça devient le couple de l'Amérique, ils se marient, etc. Et on le sait, hein, c'est pas nouveau, mais ils sont morts dans un accident d'avion fin des années 90, et c'est marrant parce que moi je m'en souviens encore de ça, bizarrement, alors que pourtant je me foutais un petit peu à la rigueur, mais je me souviens de cet événement-là, et donc en fait la série raconte toute leur histoire, c'est un peu, j'ai pas envie de dire The Crown, mais ça a ce côté un petit peu Wikipédia aussi, hein. Alors ça a été fortement modifié, hein, mais il y a des gens qu'on reconnaît dedans, notamment Calvin Klein. Il y a aussi Daryl Hannah qui a été
assez longtemps, donc l'actrice Daryl Hannah, qui a été assez longtemps avec John Kennedy, enfin John, on l'appelait John, quoi. Et donc, pour l'instant, donc, j'en suis à 6 épisodes sur 10 ou sur 12, je sais plus. Et c'est plutôt bien pour l'instant. Il y a aussi Laura Linney qui est dedans, qui joue Jackie Kennedy. Et c'est vrai qu'on a Netflix qui est en train de préparer une série sur les Kennedy. Il y avait une ancienne série sur les Kennedy, là, il y a peut-être 10 ans, qui était avec... comment elle s'appelle, Katie Holmes, qui jouait Jackie Kennedy, je crois, et ça racontait pareil toute l'ascension de John Kennedy. En fait, il y a beaucoup de choses. Alors, la famille Kennedy, il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour le coup. Mais ce côté-là sur l'histoire d'amour, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais ça a pas ce côté polish de The Crown, quoi. C'est pas encore. Ça fait il y a un peu du Ryan Murphy. C'est un peu c'est un peu parfois un peu trop. Quel mot je cherche? Pas vulgose, c'est pas ça, mais pas vraiment polish, quoi. Voilà, c'est un peu brut, quoi. Et donc voilà ce qu'on a commencé à regarder, mais j'ai pas regardé grand chose, moi, ce mois-ci, encore une fois. C'était pas grand chose, mais c'est rien à voir avec les haines de Netflix pour le coup, mais c'est juste que pas le temps, quoi. Pas le temps. Allez, on passe maintenant aux recos du Discord. Il n'y en a pas beaucoup non plus, les recos du Discord. Là, je sais pas ce qu'ils font sur le Discord, mais c'est pas. Il y a eu du soleil, les gens sont sortis. Terrible, donc, quoi. Nacor 974 qui nous dit: je recommande Apex bien sûr avec Charlize pour le type de thriller et la course poursuite, pas mal du tout. Taron joue très bien son rôle par moment, je trouve ça le change de Kingsman. Et je recommande aussi Recalé, petite série fun, je trouve qu'ils mettent en dérision l'éducation nationale avec le public des personnes en situation de handicap à certains moments. Le prof étant doué en maths, ça pourrait devenir le nouveau HPI, que ça me gênerait pas car j'aime bien le duo prof-flic. Alors d'ailleurs oui, sur cette série française qui est sortie il y a 3-4 jours là, enfin il y a une semaine, c'est fait par les producteurs de HPI, donc ça vient de là sans doute, voilà. Mika qui nous dit: pour ma reco du mois, on vient de commencer Recalé, encore une fois, une petite comédie légère française sur l'école. Je connaissais pas l'acteur principal, bonne surprise. Je connais plus la flic Laurence Sarney que j'avais découvert dans Working Girls, et la proviseure Leslie Medina m'a fait trop penser à Audrey Tautou dans Amélie Poulain. Voilà. Deux recos sur Recalé. C'est vrai que les chiffres de lancement sont pas terribles. Je pense que ça a beaucoup marché en France, c'est un peu moins à l'étranger. Mais bon, Netflix France en ce moment c'est un peu compliqué avec ces séries, ça marche pas terrible, donc voilà. Allez, on passe maintenant à ce qui arrive le mois prochain. Waouh. Je l'ai jamais vu, hein. Moi j'ai pas envie. Va te faire sale fils de. La rumeur d'un clash devient réalité. Jamais une telle crise n'avait été vécue par le football français. C'est la plus grave crise du sport français. On a affaire à une honte nationale. J'ai jamais voulu en reparler. Décidément, rien ne va plus au sein de l'équipe de France. Les Bleus se sont mis en grève. Le fiasco sud-africain tourne au cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? C'est un communiqué des joueurs. Je considère que ce qui se passe, c'est un scandale. C'est du jamais vu. Le problème de l'équipe de France, c'est le traite qui est parmi nous. Ça, c'est 10% de ce qui va nous arriver. On voulait tous la même chose, mais on s'est tous perdus. On essaye de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Je me retrouve à recevoir des menaces de mort. J'ai dû fuir de chez moi. Ça le fout, Tony? J'avais oublié la violence de cette histoire. Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j'ai pris mes responsabilités et j'aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. Allons-y. Alors, vous avez la liste, je l'ai mise à jour, je crois. Pour le mois de mai, alors beaucoup de séries encore ce mois-ci, beaucoup de docus aussi, et on sent que la Coupe du Monde approche. Parce que le foot, il y a des documentaires de sport en tout cas aussi. Alors on sent aussi qu'il y a aussi Roland Garros pour le coup, parce qu'il y a une série docu sur Rafael Nadal, il y a une série docu sur l'équipe du Brésil de 1970, sur l'affaire du bus en France là, de la Coupe du Monde en 2010, etc. Il y a plein de docus anglais autour du foot avec Jamie Vardy, voilà. Il y a un docu sur l'équipe quand le Brésil a gagné la Coupe du Monde 94. Donc on sent qu'il y a un truc sur le sport en mai, parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt.
Et donc voilà, c'est un gros focus, j'ai l'impression, de Netflix. Alors je suis pas sûr que ça marchera beaucoup parce que le sport sur Netflix, c'est pas trop ça. Surtout, il y a donc beaucoup de séries, j'ai trouvé. Il y a notamment, qu'est-ce qui revient? Alors, il y a The Chestnut Man. Donc, c'est une nouvelle. La première saison, c'était pas mal. J'en avais parlé, peut-être il y a 1 an facile. C'est du scandinois, en fait. Donc, c'est vraiment une enquête au Danemark sur un serial killer, etc. Là, il y a une saison 2. Alors, c'est pas tout à fait la suite. C'est sur un autre bouquin, je crois. Il me semble que c'était adopté d'un bouquin. Donc, ça, j'ai hâte de voir ça. Même si je trouve que sortir ça en mai, c'est bizarre pour une série scandinoise. J'aurais pas foutu ça en mai, moi j'aurais foutu ça en, je sais pas, septembre, octobre, quoi. C'est très bizarre de foutre ça à ce moment-là. On a le retour aussi de la série turque Thank You Next, Perfect Match aussi, l'émission qui revient. Good Girls Guide to Murder, la saison 2 de la série anglaise. Alors moi j'avais pas aimé du tout la saison 1, donc ce sera sans moi la saison 2. Et aussi la saison 2 de The Four Seasons, donc avec Tina Fey, qui revient donc pour une saison 2, et ça, la saison 1 a été pas trop mal, donc je pense que je donnerai sa chance à la saison 2. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous font envie, vous, les gens, là? Bah, pas des masses, hein. Bah ouais, parce que bon, le foot, voilà. Ouais. Je me suis pas noté grand-chose. Je me suis noté... Même pas Perfect Match, parce que je crois que le casting me branche pas tant que ça. Je me suis noté Ladies First, parce que je suis curieuse de voir l'adaptation américaine sur le mec qui débarque dans un matriarcat, dans le monde inversé. Je me suis noté, je crois, Remarkable Bright Creature, parce que ça a l'air d'être quand même sympa. Et je crois que avec Sally Field, quand même, 80 ans. Ouais. Sympa aussi. Et puis une histoire de poulpe. Oui, exactement. Voilà. T'as pas pris The Burrows, la nouvelle série de... Bah, j'ai peur que ça fasse peur. Ah, c'est un peu Cocoon sur Stranger Things. Ouais, j'attends de voir si ça fait très peur ou pas, en fait. Et en fait, c'est tout. Parce que le reste... ça me branche pas tant que ça. Je suis même pas sûre qu'il y ait de true crime non, c'est vrai pour moi. Il y a Worst Ex Ever, la saison 2. Ouais. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas dingue. Hein. Non, il n'y a pas trop de true crime, t'as raison, effectivement. C'est pas le du mois de mai, là. Ils ont fait vraiment tout ça. Hein. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. On verra bien. Damien, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui te font envie, toi? Il y avait Ladies First éventuellement. Qui ne sera pas éligible pour le devoir du mois. Alors sauf si on fait... Non, il est un peu tard. Attends, on fait pas d'émission le mois prochain. Donc. Mais sinon on l'a fait début juin quand je reviens. Hein. Celle des 10 ans. Oui, ok. Ouais. On va voir début juin alors. Ok, ouais. Et puis après il y a il y a ça. On verra. Oui, c'est bien. Ouais, début juin, très bien. Ok, quand tu reviens, on fait ça. Donc, mais techniquement ça, donc je pourrais le prendre presque. Ouais. Bon. Mais je vais pas prendre ça. Tout ça pour ça, quoi. Ouais, voilà. Il y a aussi, alors personne n'en a parlé là, de la nouvelle série adaptée de Casa de Papel, Berlin and the Ladies and Arm. Rien à faire. Non, mais alors là où c'est assez marrant, et je trouve ça très marrant, enfin très intéressant ce qu'ils ont fait, c'est une nouvelle saison de Berlin, donc qui est une préquelle de la Casa de Papel, qui est quand même une grosse licence quand même Netflix qui reste, mine de rien. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une série anthologique. Donc ça veut dire que la saison 1, et c'était une mini-série, ils ont renouvelé parce que ça a fait beaucoup d'audience. Et la saison 2 n'est pas sur l'affiche, enfin c'est sur la vignette, sur la fiche de la saison 1. Elle est sur une vignette à part. Et je trouve ça vachement intéressant parce que le problème de ce qu'on voit dans les audiences, c'est que les saisons 2, 3, etc. ont du mal en fait à avoir des audiences égales à celles de la saison 1. Alors ça paraît normal en fait, parce que de fait, il y a beaucoup de gens qui commencent des séries et qui les terminent pas, donc de fait, la saison 2 d'après a un peu du mal. Mais pour les séries anthologiques,
avoir saison 1, saison 2 sur la même fiche, ça pose un gros problème sur Netflix parce que justement c'est double peine. Ceux qui ont vu, alors je prends l'exemple de Beef par exemple, qui est sorti le mois dernier, enfin qui est sorti il y a 2 semaines là, la saison 1 mais a fait un carton de ouf. Mais c'est une série anthologique, c'est-à-dire que l'histoire elle est terminée. Elle est terminée à la fin de la saison 1, voilà. Ils font une saison 2 avec d'autres personnages, etc. Mais ils la foutent sur la même fiche. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu la série, ils voient une nouvelle saison, ils savent que c'est terminé, ils vont pas les regarder. Ceux qui n'ont pas vu la saison 1 vont se dire ah merde, nouvelle saison, j'ai pas vu la saison 1, je vais pas m'emmerder à refaire. Enfin, tu vois, j'ai pas regardé la saison 2 si j'ai pas vu la saison 1. Et donc en fait, ça crée une sorte de confusion dans l'esprit, je pense, des gens qui utilisent Netflix. Et ce qu'ils ont fait là, en fait, c'est donc le mettre à part. C'est-à-dire que c'est pas une saison 2, c'est une nouvelle saison, mais qui est un peu à côté. Et ils font pareil avec Monster, la truc de Ryan Murphy aussi. Chaque saison n'est pas sur la même fiche, il n'y a pas Monster, c'est 3 fiches différentes en fait. Et je trouve ça assez intéressant de voir que pour Beef, ils l'ont pas fait, ils ont fait ça saison 1, saison 2, et je pense que c'est ce qui explique pourquoi la série, elle a perdu 80% de les 70% de son audience entre la saison 1 et la saison 2, et ils vont pas faire ça avec Berlin, parce que justement, je pense qu'ils veulent éviter ils veulent que ça paraisse être une nouvelle série, en fait, et pas une nouvelle saison d'une série qui est déjà existante. Et je trouve ça assez intéressant dans ce que ça dit sur Netflix, sur comment ils voient un peu leur programme. Et je trouve ça mieux, en fait, pour des séries anthologiques, ça me paraît moins déconnant d'avoir une fiche par saison, en tout cas, parce que souvent, ça reste des séries différentes, mine de rien, pour le coup. Mais bref, bon, c'est vraiment un truc de nerd, je vais pas mentir, ça me fait juste marrer de voir qu'ils ont foutu ça à part, quoi. Oui, donc, personne n'a parlé de ça. Très bien. Bon, moi, il y a peut-être The Boroughs, quand même, moi, qui m'intéresse, parce que pour le coup, c'est la grosse série US de la fin du mois avec Four Seasons, mais c'est surtout en juin. Là, en juin, ils ont déjà prévu plein de trucs. Là, ça va taper niveau film et niveau série. Ça va être assez, comme toujours en juin, de toute façon, mais là, ça va pas être pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend comme film? Eh bien, je vais écouter les conseils qu'on m'a dit et on va aller loin. On va retourner en Thaïlande. Alors, on n'a pas eu que des bons souvenirs en Thaïlande. Non. Là, j'y crois. On va prendre le film My Dearest Assassin, qui sort le 7 mai, donc qui sort jeudi prochain. Et ça va être le ciné-club, et on va espérer que ce soit bien. Je ne sais pas combien de temps ça dure, je ne suis même pas allé voir combien de temps ça dure, mais je veux y croire. Je veux croire que ça sera bien. Oh là là, 2h07. Ah, ouais. Ouais, mais non, allez, on y va quand même, parce que 2h07, ça veut dire qu'il y a 10 minutes de générique, 1h50. 1h50, c'est bon. Il y aura 1h50 de film, t'inquiète, c'est sûr. Donc ce sera le ciné-club My Dearest Assassin, donc le film thaïlandais. J'y crois parce que Netflix l'a beaucoup mis en avant en fait dans des communiqués de presse et tout, donc j'y crois. Je veux y croire. Je pense qu'on est sur franchement, quand je vois violent romantique. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de film après, donc je pense que non, mais c'est pas grave. Ça sera bien. Faites-moi confiance. La rédaction s'engage. Comme elle s'est engagée tellement de fois avant. Ça va être nickel. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Eh ben, sur le blog We Are Girls, de temps en temps sur Blue Sky, mais pas trop en ce moment, c'est vrai. Sur Insta, pour partager plein de choses contre le patriarcat. Très bien. Et puis, de temps en temps, je passe sur Discord. Si vous avez des trucs à reco, n'hésitez pas à m'interpeller. Parce que des fois, quand il y a trop de choses dans les channels, je m'ai marqué comme lu. Surtout. Ah ouais, ok, d'accord. Sympa. Très bien ce que tu fais là envers la communauté, c'est nickel. Ça, plus non, mais voilà. Okay, je suis honnête. Ok, d'accord. Damien, où est-ce qu'on te retrouve, toi, sur les internets? Sur Blue Sky, déjà. Vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, ouais. Exactement. Tout à fait. Damien vient plus. Il y a un truc de vase communicant. Hélène vient moins, Damien vient plus. ouais, je suis un peu plus là sur Blue Sky. Ouais, c'est agréable. En tout cas, c'est un truc que j'ouvre tous les jours, quoi. C'est agréable. Oui, ça rappelle le Twitter des débuts, ouais. Voilà, ça rappelle Twitter, c'est très bien. Très bien, en ce qui me concerne, eh bien, c'est sur netflixandchiffre.com et sur Film de Lover sur Blue Sky, etc. Vous avez tout dans les notes de l'émission normalement, pour nous trouver, sinon vous envoyez des petits mails si vous avez envie. On se retrouve le mois prochain, et en attendant, eh bien, bingez bien. Salut. Salut.